Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Ça fait un moment que je souhaitais faire cette vidéo, ça fait un moment que j'y pensais, que c'était dans le coin de ma tête. J'ai eu une discussion il y a quelques jours avec une personne qui m'a dit que ma force était mon histoire, et donc je me suis dit c'est peut-être le moment de passer à l'action. Du coup, j'ai fait un post Facebook où j'ai demandé, il y a une story Instagram où j'ai demandé aux gens qu'est-ce qu'ils voulaient y voir dans cette vidéo. Donc j'ai tout un tas de questions. Il y en a certaines qui vont venir pendant l'explication de mon parcours. Il y en a d'autres que je répondrai plutôt à la fin. Donc là, je répondrai à la fin. Il y a Steve, par exemple, qui me demande les moments où je me fous dans la merde. Faut savoir que je suis quelqu'un qui adore se mettre dans la merde. Il y a Nicolas qui me parle de formation initiale et d'expérience professionnelle. Il y a Lucie qui me demande mes doutes et mes peurs et mes échecs. C'était plus par rapport au fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont là en mode l'entrepreneuriat, c'est facile. Et du coup, je vais vraiment faire cette vidéo en toute transparence. Je ne vais rien cacher. Je vais vraiment vous expliquer mon parcours. Alors, je vais parler un peu de mon enfance, comment est-ce que j'ai vécu mon enfance. Mais on va surtout se concentrer sur mon parcours d'entrepreneur, d'accord. Il y a Sylvain qui m'a demandé l'évolution de mon état d'esprit au fur et à mesure. Angélique qui m'a demandé ma première expérience de coach. Et Célia qui me parle, est-ce que tu te rappelles de souvenirs avec des avocats pour l'expatriation au, en Andorre. Voilà, donc je vais parler de tout ça naturellement. Ça, c'est les questions qui m'ont été posées, mais que je vais évoquer pendant ce parcours-là. Mais il y en a eu d'autres questions que je réserve pour la fin, d'accord. Je vais y répondre parce qu'elles sont très intéressantes. Et puis c'est parti, d'accord. Je vais te parler, comme je te l'ai dit, de mon parcours, de mon enfance. Je sais pas du tout combien de temps va durer cette vidéo. J'ai pas prévu de trame. Faut savoir que je vais parler avec toi comme ça, comme si je parlais avec un ami. Ok. Donc j'ai partagé plein de choses, tout mon parcours, mes hauts, mes bas, en toute transparence, parce que je suis certain que ça peut inspirer, je suis certain que ça peut t'inspirer, que ça peut inspirer tout un tas de personnes, parce que je pense avoir un parcours d'entrepreneur assez atypique. Steve le dit très bien, j'aimerais que tu parles des moments où tu te fous dans la merde. Ben, en fait, ça, c'est le résumé de ma vie d'entrepreneur, et j'en ai appris tellement d'agir comme ça, et donc je vais te partager tout ça, et je vais te partager les pires moments, les meilleurs moments, les plus belles rencontres, tout ce que j'ai pu vivre sur ce parcours entrepreneurial. Très rapidement, je me présente si tu me connais pas, je m'appelle Antoine Redel, je suis coach, conférencier et formateur aujourd'hui, j'ai 24 ans, bientôt 25, donc le moment où je tourne cette vidéo, dans 3 semaines, j'ai mon anniversaire. Bref, c'était pas très important. Donc voilà, j'accompagne des clients, j'accompagne des dirigeants, des entrepreneurs un peu partout en Europe. Je travaille beaucoup par la visio. Je fais de la conférence une fois par an. Je fais une tournée de conférences en France et en Belgique. C'est une aventure incroyable que j'adore faire. Et donc, je vais te raconter tout ça. D'accord, je vais te raconter comment est-ce que j'ai fait, sans prétention, à en arriver là à 24 ans. Bientôt 25. Et j'espère que ça peut t'inspirer, j'espère que ça peut t'aider, j'espère que ça peut te montrer la voie, et j'espère surtout que ça répondra à tes questions, parce que je vois beaucoup d'entrepreneurs qui culpabilisent, pardon, parce qu'ils n'arrivent pas. Et je vais vraiment te transmettre dans cette vidéo, eh bien, tout ce que j'ai fait pour y arriver, tout ce que j'ai fait pour ne pas y arriver. D'accord. Donc, c'est parti. Alors, on va commencer aux origines. Quand j'étais tout petit, donc c'était maternelle, début d'école primaire, j'étais un bon élève, j'aimais bien l'école, c'était des beaux moments. Genre, quand je dis ça, c'est pas de la, comment on appelle ça? Quand on se compare au passé, de la nostalgie, non pas du tout. Mais je me rappelle très bien du primaire et du début de l'école, c'était des moments magiques. Je me rappelle pas me poser de questions. Bon après, en même temps, j'étais petit et je pense pas qu'on se pose beaucoup de questions à ce moment-là. Mais il y a des enfants qui ont des enfances difficiles dès le début, d'accord, donc ça aurait pu être le cas. Et donc ça se passe plutôt bien, et j'adore ça, franchement j'adore ça. Et j'arrive au CE1. Faut savoir que j'étais un gamin très créatif, j'aimais beaucoup dessiner, j'étais un grand rêveur. Je passais du temps dans ma tête à me raconter des histoires, à imaginer des choses. Je me rappelle que je regardais souvent au travers de la fenêtre, et je m'imaginais des histoires arriver, enfin bref, j'étais très créatif dès mon enfance. Et ça, c'est quelque chose qui a pas vraiment plu à mon instituteur en CE1. Ah oui, parce qu'il y a une question, qui est-ce qui me l'a posée? Antoine, qui me demande si il y a des profs qui croyaient pas en moi. Alors oui, ça m'est arrivé plusieurs fois, donc je vais en parler pendant ce parcours-là. Donc ça a pas du tout plu à mon professeur de CE1. Il faut savoir qu'au CE1, au moins en France, on apprend l'étape de multiplication, et moi je détestais ça.
Franchement, c'était mes premières angoisses, mais vraiment, je m'en rappelle, hein, j'ai angoissé et c'est là que j'ai commencé à faire un peu n'importe quoi, à cacher, à vouloir cacher les notes. Je me rappelle, je sais pas si c'était cette année-là, j'avais imité la signature de mon père un jour pour pas avoir une erreur. Enfin bref, et donc c'était assez complexe et donc je voyais pas l'intérêt en fait d'apprendre des tables de multiplication par cœur. Je trouvais ça con. Honnêtement, je trouvais ça con. Je trouve ça toujours un peu con. Je suis pas contre l'école, je suis pas contre l'éducation, je pense que c'est important. Après, il faut changer les systèmes par contre, ça j'en suis intimement convaincu. Donc ça ne lui plaît pas du tout, et donc ce qu'il va faire, eh bien, c'est que il va convoquer ma mère un jour. Ma mère, elle vient, et puis je suis avec, et il dit à ma mère, écoutez, votre fils, et c'est un incapable, il ira pas loin dans sa vie. Et alors je me rappelle pas que ça m'avait marqué plus que ça sur le moment. Par contre, en analysant mon passé, j'ai remarqué qu'à partir de ce moment-là, j'ai fait n'importe quoi. Et j'étais juste un élève moyen. Je cherchais plus à exceller, je cherchais plus à être un bon élève parce que de toute façon, bah, j'irais nulle part dans ma vie. Et j'avais ça en tête. Et donc là, ça a commencé à être un peu plus complexe. Et je me rappelle que dans ce moment-là, enfin dans cette période du primaire, j'avais une totale confusion dans ma tête. Je me rappelle que je discutais avec ma meilleure amie à l'époque, qui s'appelait Cassandra. On passait beaucoup de temps à l'école et c'était difficile à la maison, c'était difficile à l'école parce que j'essayais de cacher mes notes, j'aimais pas travailler et c'était vraiment un cercle vicieux assez fort. Et je pense que déjà au primaire, j'en ai pris un coup sur mon estime personnelle, j'en ai pris un coup sur ma confiance en soi. Et je pense que vraiment cette origine date eh bien, de ce jour-là où cet enseignant a coupé mon avenir. Quoi. Votre fils, il ira jamais loin dans sa vie, c'est horrible de dire ça. Et je suis arrivé au collège, et puis là, je me suis dit, ça y est, je rentre dans la cour des grands. Et bien sûr, j'ai des amis d'enfance qui vont arriver au collège-là, mais globalement, je vais arriver dans un endroit un peu plus grand, donc je peux me recréer en partie une histoire. Et je me rappelle en sixième, ça allait, je jouais un petit peu un rôle. Sauf que en cinquième, j'ai eu le retour de claque. J'étais un bon élève, hein, du coup, en sixième. Je crois que j'avais commencé, j'ai eu 14 de moyenne au début, donc j'étais content. C'était bien, pour moi, c'était énorme. Et en cinquième, ça a été de nouveau la dégringolade. J'ai recumulé les mauvaises notes. J'avais 3 en anglais, alors que j'avais 15, je crois, en anglais. J'ai eu une prof catastrophique. Et donc je suis tombé à 3 à 5 de moyenne en anglais. Et je suis reparti dans un cercle vicieux. À ce moment-là, je vous jure, j'avais des cheveux longs jusqu'aux épaules. C'était horrible, c'était horrible. Euh, et, euh, et en cinquième, je vois que je voulais me chercher un petit peu. Et donc je m'étais recoupé les cheveux, je faisais des coupes dégueulasses. Et ça, je le montrerai jamais, j'avais trop honte. Mais je cherchais à vraiment me trouver une identité. Après, je pense voilà que c'est aussi une période de collège où on cherche à se créer une identité. Je fais la rencontre d'un super ami qui a été mon meilleur pote pendant très très longtemps. On a perdu contact, mais ça reste un très bon ami. Et donc là, ça a été, je déteste l'école, mais vraiment, je déteste l'école et je kiffe la nature. Donc j'ai commencé à sortir en nature, à aller dans les rivières. On se faisait engueuler par nos mères parce que on enfilait des jeans et tout, et on s'amusait à remonter les rivières à la nage et à pied. Donc je peux t'assurer qu'on arrivait avec la gadoue. Enfin, mais c'était une belle époque. Franchement, c'était une belle époque. Mais c'était vraiment une époque. Il y avait les deux extrêmes. L'école, c'était horrible. Je détestais l'école. Je perdais en estime de moi. Et heureusement que j'avais ce pote au collège parce que je pense que j'en aurais pris plus la gueule, un plein la gueule à ce moment-là. Parce que on commençait à me bisuter, je faisais du foot, oui j'ai fait du foot, même si j'aime pas ça aujourd'hui, j'ai fait du foot, on me bisutait au foot, on me bisutait au collège, et lui c'était un peu mon protecteur, donc je pense que si jamais j'avais pas eu cette personne, ça aurait été pire. Et en fait, à côté de ça, j'ai commencé à sombrer dans les jeux vidéo. Le collège pour moi c'était la pire période de ma vie. J'ai commencé à sombrer dans les jeux vidéo mais de manière extrême. Je me rappelle l'été, je geekais jusqu'à 5h du mat et je me levais à 9h. Je dormais très peu pendant la période des cours. Je me levais le matin beaucoup plus tôt pour jouer avant d'aller au collège et je rentrais. En fait je ne faisais que ça. Soit je faisais ça, soit je partais en nature. En fait, maintenant que j'y pense, c'est fou quand même. Il y a fait ces deux extrêmes qui sont très différents. C'était la nature, je me sentais bien, je me sentais à l'aise, je faisais ce que je veux avec mon pote, on s'inventait des histoires, on vivait des choses incroyables, c'était vraiment très très beau. Et puis est arrivé à la quatrième, je commençais à me sentir un peu mieux, ou troisième, je sais plus si. Enfin bref,
j'étais pas un bon élève en soi, mais j'étais pas un élève catastrophique. En tout cas, j'ai détesté ça, hein, vraiment. Et un jour, je me suis fait taper dessus dans les vestiaires, et je me rappelle tout le monde regardait ça, c'était drôle. Je m'étais ouvert, je me rappelle ici, j'avais pissé le sang. Et le soir, j'allais à la piscine, et donc j'avais fait croire à ma mère que je m'étais pris une rambarde avec mes lunettes de piscine, et que ça marquait bien, et ça pouvait passer. Je pense que c'est passé, ou alors ils ont pas osé me dire, Antoine, dis-nous la vérité, mais en tout cas, ils m'avaient pas eu trop de questions. Mais là, ça a été horrible, parce que jamais je pensais qu'on allait me taper dessus, jamais je pensais que j'allais être la personne sur qui on tapait, et ben c'était démarré, et donc c'était assez chaud. Euh, et en fait, à ce même moment-là, je commençais à vouloir réussir dans ma vie en me disant, j'aimerais bien avoir des résultats pour combler justement ce manque de confiance en soi. J'observais mon père qui avait gravi des échelons dans son entreprise. J'ai dit, j'aimerais bien faire comme lui, gravir ces échelons, être une personne connue, une personne qui je sais pas, de la reconnaissance ou peu importe. En fait, je voulais combler mon manque de confiance, mon manque d'estime de moi par mon métier. Parallèlement à ça, j'avais eu des copines au collège, etc. Mais ça n'avait jamais vraiment duré longtemps. Et puis à chaque fois, on me larguait parce que j'étais trop gentil. Ou une fois, on m'a même largué parce que elle avait pas de copain, pardon, et elle voulait juste en avoir un. Donc j'étais une roue de secours. Elle me l'a clairement dit. Et en fait, tout ça, ça a accumulé une sacrée. Ça me fait bizarre de parler de tout ça. Ça a vraiment créé en moi un sacré trou béant au niveau de l'estime de soi. C'était vraiment affreux, quoi. J'avais perdu quelque chose. Et ce quelque chose, c'était l'amour de moi-même. Et n'empêche, je pense voilà, j'étais timide, on me tapait dessus, j'étais introverti. Je pense qu'on était beaucoup dans ce cas-là. Mon histoire n'est pas unique. Et donc j'arrive au lycée, et déjà je prends une décision au lycée. Je me dis, je vais partir à l'internat. Ça se passait très bien avec mes parents, hein, mais je décide de partir à l'internat pour sortir un peu de ma zone de confort. Et mon père m'a dit, tu verras, c'est une bonne expérience, mais j'ai appris beaucoup, et je l'ai écouté, et j'y suis allé. C'était à 10 km de chez mes parents, hein, mais c'était juste pour vivre l'expérience de l'internat, et ça a été incroyable. Mais dès mon arrivée à l'internat, boum, je suis convoqué 2 semaines après par la CPE, parce qu'il y avait eu, j'étais tombé dans une pièce, enfin une chambre où je connaissais personne, mais les gars, ils avaient caché de l'alcool dans le faux plafond. Moi, je voulais arriver, faire bonne impression, et boum, je me retrouve CPE de l'internat, mal parti. Je vais accélérer un petit peu parce que ça fait déjà 12 minutes, ça fait un peu long, surtout tout ce que j'ai raconté après. Je t'invite à regarder la vidéo en plusieurs fois, hein, si tu veux, parce que, comme je t'ai dit, je prévois pas de temps pour faire cette vidéo. Je me dévoile entièrement. Voilà. Donc, je veux commencer à changer. Je fais pas une bonne seconde, hein. Je suis pas un excellent élève, et donc je vais en STI 2D, donc c'est sciences technologiques de l'industrie du développement durable, avec une spécialisation en mécanique. Et donc du coup, je fais ces études, et là je gagne en estime de moi, en affirmation de moi, parce que je commence à avoir des bons résultats, j'ai des objectifs, je pense que j'ai cette peut-être petite envie d'entreprendre à ce moment-là. J'ai un cercle social qui s'améliore un petit peu, j'ai des gens un peu plus positifs, un peu plus décontracts, qui m'ont causé tort par la suite, même si je suis très heureux de les avoir rencontrés, vraiment, sincèrement. Et donc, ça a été, voilà, une petite renaissance. Mon père, un jour, il me file, alors je crois qu'à cette période-là, mon père commençait à racheter, parce que mon père est entrepreneur, il n'a pas été, il l'est encore. Il rachète avec des associés des parts de l'entreprise pour diriger l'entreprise, donc c'est trois sites de production, 2 en France et 1 en Espagne. Donc moi, ça m'inspire, et je me dis, putain, mais j'aimerais bien être patron aussi. Donc ça commence à mûrir un peu. Mon père, je crois qu'à ce moment-là, il se lance dans le marketing de réseau. Donc quand on part, parce que je suis dans le sud de la France, mais je suis né en Alsace. Donc quand on part faire des voyages, je l'entends discuter business et tout dans la voiture. Moi, je commence à tendre l'oreille, et je me dis, purée, mais ça me donne vraiment envie. Un jour, mon père me fait lire Comment se faire des amis de Dale Carnegie, qui est un livre que je recommande. Alors, c'est le livre à lire. Et j'ai du mal à lire, hein, parce que le titre me dérange beaucoup à ce moment-là. Tu sais, quand t'es un jeune, que tu trouves ton identité, et que tu lis un livre Comment se faire des amis, ça craint, quoi. Donc c'était dommage. Mais je l'ai pas du coup exploité à son plein potentiel. Mais je pense que ça a fait germer des graines dans ma tête, et du coup j'ai trouvé ça cool. Et donc je termine avec un très bon bac. J'ai mention bien, c'est presque très bien. J'étais un peu dégoûté, mais en même temps très heureux, parce que c'était, on va dire, le plus grand honneur que j'avais eu jusqu'à aujourd'hui, donc c'était top. Et je me retrouve à vouloir aller dans une école d'ingénieur.
Et voilà, j'ai un jury de 3 personnes, j'ai un ingénieur, un psychologue et un prof. Donc pour moi, c'était atroce. Et mon père, il commence à me donner des techniques d'ancrage et tout, de PNL. Donc je découvre un petit peu tout ça. Bon, j'ai foiré mon entretien, ça n'a pas marché. En plus, je me suis fait contrôler dans le train. Ah oui, en plus, je suis dû monter en Alsace pour faire l'entretien. J'étais déterminé, hein. Je suis monté en Alsace, c'était à Strasbourg. J'ai fait mes entretiens, et j'étais tellement excité parce que j'étais content de moi malgré tout. J'avais pas encore l'annonce parce que c'était mort, hein. J'étais tellement content de moi, je rentre dans le train et j'ai oublié de composter le billet alors que je l'avais, mais je l'avais pas composté. Et boum, je me prends une amende. Ma grand-mère venait juste de m'offrir de l'argent. J'ai donné ce que ma grand-mère m'avait offert. Enfin bref, c'est une parenthèse. Et en fait, je n'intègre pas cette école d'ingénieur et je pars en université à Toulouse, dans une université technologique. Et donc, je me mets à faire des études dans le milieu de l'aéronautique et du spatial. Parallèlement à ça, j'étais avec une fille, j'étais en couple avec une fille. C'était une belle histoire, et sauf que c'est parti un petit peu en cacahuète. C'était une personne qui était assez mal dans sa peau, comme moi à ce moment-là. Et moi, j'étais vraiment en position de sauveur et je voulais transformer sa vie, je voulais l'aider à être heureuse, etc. Sauf que je suis parti dans la dépression aussi, entre guillemets. Je peux pas dire que j'étais dépressif, mais à un moment, ma mère elle m'a dit: Antoine, fais attention à toi, t'as changé, regarde-toi, t'es beaucoup moins lumineux qu'avant. Et puis un jour, je décide j'étais dans les études supérieures. Ah oui, d'ailleurs, quand je suis arrivé dans les études supérieures, j'ai pris la claque de ma vie. Je suis passé de bon élève à un mauvais élève, entre guillemets, en termes de résultats. Je trouve ça affreux de dire que t'es bien quand t'as de bonnes notes et pas bien quand t'as pas de bonnes notes. Donc du coup, moi, je repars dans un gouffre et je me dis, mais purée, qu'est-ce que je vais faire et tout. Et ça commence à me dégoûter, sincèrement. Donc 2 semaines avant je crois 2-3 semaines avant mes premiers examens, les premiers partiels, je romps avec cette fille-là parce que je devais me sauver, c'était juste pas possible. Il y a eu une tentative de suicide de sa part et donc moi ça m'a effondré. J'ai été effondré à ce moment-là parce que du coup je me sentais coupable. Du coup j'ai pas pu réviser et j'ai foiré mes partiels. Donc j'ai mal démarré mes années universitaires. Euh, et donc du coup, voilà, ça m'a forcé à me détacher et j'ai appris que voilà, c'était dur, mais finalement, m'être séparé de cette fille-là, ça a été une aventure compliquée, mais qui m'a fait réaliser qu'il fallait prendre soin de soi avant tout. Ça sert à rien de vouloir aider les autres si on n'est pas bien dans sa peau. Et malheureusement, je trouve qu'il y a trop de gens aujourd'hui qui veulent aider les gens alors qu'ils n'ont même pas fini de s'aider. Et c'est beaucoup le cas dans le coaching, d'accord. Et je trouve ça affreux. Et ça a été mon cas au début, hein, on y viendra. Pardon. Et donc, je rencontre assez rapidement une autre fille qui était ma voisine à l'époque. Et on part sur une aventure. C'était une fille totalement différente, qui était beaucoup plus festive, beaucoup plus ouverte. C'était vraiment une aventure très différente, une relation très différente. Mais qui m'a beaucoup aidé parce que ça m'a appris à lâcher prise, à faire la fête, etc. Et je continue à faire mes études, et puis à ce moment-là, j'ai de plus en plus envie de devenir quelqu'un. Quelqu'un qui a une importance, quelqu'un qui a de l'influence. Et comme j'étais dans la technique, je commence à m'intéresser à l'entrepreneuriat, et je commence à tenir un cahier d'idées. Donc j'avais un petit bloc-notes de la taille d'un portable, hein, un petit bloc-notes comme ça, et je note tous les jours mes idées. Ok. Je note mes idées, et puis ça d'ailleurs c'est une très bonne technique que je peux te donner si tu débutes dans l'entrepreneuriat. Fais-toi un cahier d'idées. Tu notes toutes tes idées, même les plus farfelues. Ok. Et puis un jour tu vas sentir quelque chose, et c'est ce qui m'est arrivé. Pas tout de suite. C'était plus quand j'étais en bac plus 3 que ça m'arrivait. Enfin bref, je commence à vouloir entreprendre et tout. Et en même temps, je vis 2 années de DUT, de diplôme universitaire, qui ont été assez difficiles en termes de notes. Et à un moment, je me dis, tiens, je vais me casser. Je vais me casser aux États-Unis. Et donc, je trouve une école de design, parce que je vais partir dans le design. J'adore dessiner. Je pars, je pars sur Internet chercher des écoles, et je tombe sur une école de design à San Francisco, et donc je commence à les démarches. Je suis trop content, et c'est là que j'ai aussi vu qu'il y a d'autres manières d'apprendre, parce que j'ai toujours été très mauvais en anglais. Je suis pas encore un fou en anglais, hein. Et là, comme j'avais cette envie de partir aux États-Unis à San Francisco dans une école de design, j'ai appris l'anglais très rapidement.
J'étais plutôt bon. Et un jour, ils m'ont annoncé le prix, c'était 60 000 dollars l'année. Du coup, j'ai gentiment laissé tomber. Je me suis dit, bon, bah, c'est mort. Je ne vais pas faire cette belle aventure. Je continue mes études. Alors, du coup, je continue les DUT. Et donc, j'ai toujours cette âme entrepreneuriale qui évolue. J'observe mon père entreprendre, etc. Et j'arrive en bac plus 3. Donc, et là, je commence sérieusement à vouloir entreprendre, surtout que je venais de vivre 3 mois de stage en entreprise. Donc, dans une entreprise très connue à Toulouse, qui est dans l'aéronautique. Je n'en citerai pas le nom. Enfin, j'étais pas dans cette boîte-là, mais j'étais prestataire dans une entreprise qui bossait pour eux. Mais en tout cas, je découvre le monde du travail. Et là, ça a été une désillusion totale. Une désillusion totale. Ça m'a renvoyé le manque de liberté. Je me suis dit, mais c'est pas possible, il y a des gens, ils peuvent pas vivre 30 ans comme ça, 40 ans comme ça, c'est pas possible. Et vraiment, ça a été un déclic qui a été fort, mais je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais quand même rentrer dans le monde de l'entreprise, mais je vais grimper les échelons, franchement, c'est triste d'avoir pensé comme ça, mais je vais les écraser et je vais évoluer et je serai quelqu'un, quitte à être dans les meilleurs de la boîte par la suite. Bac plus 3, je rentre dans cette année scolaire, qui est ma dernière année scolaire, et je le fais en alternance. Donc, je fais un mois de cours, un mois, comment dire, un mois dans l'entreprise. Et je suis toujours dans la même boîte où j'ai fait mon stage. Et là, mais ça a été juste une atrocité parce que je me suis rendu compte que jamais je voudrais être salarié dans ma vie. Et donc là, je m'oriente à fond dans l'entrepreneuriat. Ah oui, j'ai oublié de faire un truc. C'est pour répondre à la question d'Antoine. En troisième, j'ai eu un prof de sciences qui s'était foutu de ma gueule en pleine... comment on appelle ça? Conseil de classe. J'étais délégué de classe en troisième. Et j'expose mes envies d'aller de faire de la science au lycée. Et en fait, ce prof, je vous jure, je te jure, il a explosé de rire. Il a dit, Antoine, en sciences, il a dit, mais il est nul. Et il a explosé de rire. C'était horrible, hein, parce que les profs ont souri. Il y a des gens qui ont rigolé, et moi j'étais là, mais c'est horrible. Tu vois. Et j'ai été très bon en sciences. J'avais 18 de moyenne en sciences au lycée. Ouais, donc là, j'avais pris ma revanche. Je ferme la parenthèse. Donc j'étais assez bon en sciences. Hein. Si je voulais faire cette parenthèse, parce que je vais t'expliquer encore quelque chose. Et donc voilà, je vis cette année-là un peu complexe, tiraillée entre le salariat, c'est horrible, mais en même temps, je sais pas dans quoi entreprendre. Et à ce moment-là, j'étais en colocation. Je crois que j'avais 800 € par mois. J'étais payé par l'entreprise 800 € par mois. Et je me lance dans une idée. C'était en 2015, si je me rappelle bien. Je me lance dans une idée. C'est construire une roue de voiture qui, par sa déformation, parce qu'un pneu se déforme sous le poids de la voiture et sous l'inertie, par sa déformation, ça va créer de l'énergie, parce que qui dit mouvement dit énergie. Et donc j'avais développé un prototype, enfin pas un prototype, j'avais fait un prototype papier, qui montrait que si le pneu se déformait avec des petites pierres piézoélectriques, on pouvait produire de l'énergie. Et donc je voulais créer un pneu pour recharger la voiture électrique quand elle roulait. Et je me disais, même si ça recharge la voiture électrique de 1%, ça peut faire sa différence. Si toute la voiture produit 1% par diverses parties, je me suis dit, ça peut optimiser à fond l'autonomie d'une voiture électrique. Alors moi, je me voyais déjà partir serrer la main à Elon Musk. J'étais très excité par cette histoire-là. Avec un autre pote, on voulait entreprendre, sauf que malheureusement, lui, à chaque fois qu'on partait sur une idée et qu'il fallait passer à l'action, il était plus là. Et donc, quand j'ai vérifié la base internationale des brevets, j'étais un peu dégoûté parce que il y a une marque très connue de pneus qui avait déjà breveté ce prototype-là, cette idée. Un an avant que j'ai eu l'idée, je crois que c'était en décembre 2015 que j'avais fait ces recherches-là et ça avait été breveté en 2014, dans l'année 2014. Donc dépité, mais en même temps très fier. Pas longtemps après, je me lance dans le marketing de réseau. Un jour, mon père me file un livre qui s'appelle GoPro de Eric Worre, qui est une référence dans le marketing de réseau. Et je lis ce bouquin et je me dis, mais il faut que je sois entrepreneur. Il faut que je fasse du marketing de réseau, c'est fait pour moi. Et je vous jure, 2 semaines après, j'ai un ami qui m'appelle et il me déballe le pitch du marketing de réseau, mais alors que tu sens comme ça. Bon, maintenant que je connais, voilà. Et là, je lui dis stop. Et je lui dis, mais t'es en train de me réciter le pitch d'Eric Worre? Et il me dit, quoi?
qui? Et alors, le pauvre, il débutait. Je savais pas à ce moment-là. Il débutait. J'étais un de ses premiers appels. Et en fait, je l'ai totalement déstabilisé. Et en gros, j'ai dit, stop, tu me présentes ton parrain, on en discute tout de suite. Alors lui, il comprenait pas, il était tout content, hein, mais en même temps, déstabilisé. Donc, je fais la connaissance de son parrain. Et je m'engage dans une aventure de marketing de réseau. C'est euh, assez, comment dire, difficile pour moi parce que j'avais pas vraiment les finances. Donc je me lançais dans une aventure en me disant j'espère que ça va passer. J'ai oublié une étape hyper importante dans ma vie. Tu sais, quand je t'ai parlé que j'étais avec une fille festive, etc., c'était top. L'été 2000... J'ai ça que j'ai du mal. 2015, je crois, ou 2014. Non, 2004. Je sais plus. Bref. Je crois que c'était 2015. Ouais, parce que c'est 2015 que j'ai commencé mon stage. Ouais, c'est ça, donc été 2015. Ça se passait très bien avec cette fille, hein. Enfin, je le croyais. Et la veille où on devait partir en vacances, devais lui montrer l'Alsace, ma région de naissance, etc. J'apprends qu'elle m'avait trompé 2 fois avec quelqu'un. Et donc moi, ça a été une grosse descente aux enfers. Donc j'ai commencé à faire n'importe quoi à ce moment-là. Je picolais beaucoup, je faisais la fête tous les week-ends, je faisais du vendredi, samedi, dimanche, faire des apéros tous les jours. C'était assez difficile. C'est une période que j'ai pas trop appréciée dans ma vie, mais c'est là que j'ai pris mon plus grand déclic. C'était avant d'avoir l'idée de la roue, d'accord? Et ça a aussi beaucoup changé grâce à ma copine actuelle. Ça a été une aventure incroyable. C'était une de mes plus belles rencontres de ma vie. Elle m'a ouvert les yeux sur plein de choses. Ça a été incroyable. Mais en fait, avant ça, voilà, j'ai eu une période assez complexe où je faisais n'importe quoi. J'avais tout perdu. Enfin, c'est ce que je pensais. Et donc, un matin, je me lève avec une gueule de bois. Mais alors, t'imagines même pas, j'avais les cernes, elles devaient arriver jusqu'aux lèvres, tu vois. Et je me vois dans le miroir et je me dis, mais Antoine, tu te rends compte de ce que t'es devenu là? Est-ce que t'es fier de ça? Est-ce que t'es heureux? Non. En fait, là, j'ai pris conscience de ma responsabilité. Parce que aujourd'hui, enfin, ce jour-là, j'ai pris conscience que si j'en étais là, c'était ma faute. Et pas la faute des autres. Et encore moins la faute d'elle. C'était moi qui avais choisi d'en arriver là. Elle avait fait son chemin, elle a fait son parcours. Et puis, pour elle, c'était une bonne décision. Enfin, aujourd'hui, je la remercie pour ça. Parce que c'est grâce à elle que déjà je suis avec la copine avec qui je suis aujourd'hui. C'est grâce à elle que j'ai eu mon plus gros déclic que je suis en train de t'expliquer. Et donc ce jour-là, j'ai pris la ferme décision de changer ma vie, de transformer ma vie. Donc j'ai pris un carnet et j'ai commencé à écrire tous les jours. J'ai commencé à faire du sport tous les matins. Et donc ça a vraiment initié un tournant dans ma vie. Donc il y a eu la roue et après le marketing de réseau. Donc on en revient là. Et donc je me lance dans le marketing de réseau. Je m'en prends plein la gueule. Honnêtement, je m'en prends plein la gueule par des amis qui me comprennent pas, qui se foutent de ma gueule, qui disent que je suis parti dans une secte. Et c'était chaud parce que je me retrouvais avec des noms. Je commençais à perdre des potes. J'ai une vieille connaissance qui m'a insulté, mais alors j'oserais même pas donner les mots qu'il a employés ici, mais c'était des trucs, je pense que j'aurais pu porter plainte pour ça. Il m'a harcelé pendant plusieurs mois, enfin j'ai jamais compris. Et ce qui est le plus drôle, c'est que il y a un an, il est venu me contacter en s'excusant et en me demandant de l'embaucher. C'était, j'ai dit non, j'ai dit c'est mort. Je n'avais pas voulu en soi. Je lui ai dit, écoute, non, j'embauche personne. Et je lui ai dit clairement, enfin, quand j'ai vu comment tu m'as parlé la dernière fois, j'ai pas envie d'embaucher des gens comme ça, tu vois. Voilà. Et enfin bref, je ferme la parenthèse. Et donc, je m'en prends plein la gueule, mais je commence à me constituer une petite équipe dans le marketing de réseau. Je commence à voyager pour aller à des conventions et tout. Enfin, c'est vraiment une découverte énorme pour moi. Mais je commence aussi à voir ce qui me dérange un peu dans le marketing de réseau, une certaine manipulation, une illusion qu'on te vend du marketing, comme quoi l'entrepreneuriat c'est facile, et puis dans 2 mois, t'inquiète, t'as 10 personnes dans ton équipe, tu fais 2 000 euros par mois. Enfin, honnêtement, c'est possible. Franchement, oui, c'est possible. Mais je pense qu'il faudra bien travailler sur soi avant et avoir des bases dans le business. Voilà. Après, c'est ma vision des choses. Et donc voilà, je me lance dans le marketing de réseau. Et puis en fait, ça me dégoûte au fur et à mesure parce que je me rends compte que finalement c'est pas ce qui me convient parce que je suis trop indépendant pour faire du marketing de réseau, je m'en rends compte. Je trouve voilà, c'était une expérience fabuleuse dans ma vie parce que ça a été pour moi l'école de la vie. J'ai appris tellement de choses dans cette période-là sur l'entrepreneuriat, sur l'investissement, sur le développement personnel parce que là je peux t'assurer que j'ai beaucoup bossé sur moi. Je m'en suis pris plein la gueule, des noms et des noms et des noms et j'avais de plus en plus peur et je pense que ça m'a vraiment fragilisé quand j'ai voulu démarrer avec ce que je fais aujourd'hui. J'en reviendrai. Et en fait, je commence à créer mon blog Get Up and Be Happy en juin 2016, je m'en rappelle.
Get Up and Happy, si tu connais ce nom, c'est que tu me suis depuis longtemps, parce que j'utilise plus ça depuis très longtemps. Au début, c'était mon pseudo pour me cacher. J'avais pas encore assez confiance en moi. Mais tu vois, voilà, ça j'en suis reconnaissant parce que j'ai pas voulu me chercher à me faire une image dès le début. J'assumais mon manque de confiance en moi, donc je me montrais pas. Et quand je suis senti prêt, j'ai commencé à me montrer et à en parler. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi, c'est que je veux pas vendre du rêve et je veux pas être qui je ne suis pas. D'accord? Donc je refuse d'enseigner à des gens ce que je ne sais pas faire pour moi et je refuse de parler vas-y je t'apprends à faire 20K par mois alors que j'arrive pas à le faire. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi et qui, pour moi, est important dans le business parce que j'en ai vu des gens te dire oui, je t'accompagne à faire du 10K par mois en 3 jours. Moi, j'exagère. 10K par mois en 2 mois, les personnes, ça se voyait qu'ils savaient pas le faire. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose que j'ai toujours respecté. Je fais mon blog, je fais mes premiers articles que personne va voir. Mais je continue. Et tu peux chercher, il existe plus ce blog. Hein. Et en décembre, je décide d'arrêter le marketing de réseau. Enfin, je me suis pas désinscrit, mais j'arrête. J'avais fait gagner plus de 15 000 euros à la boîte, j'avais pas eu grand chose derrière. Je me suis dit, mais si j'ai réussi à générer ça, c'est que je peux le faire moi-même. Par contre, j'ai appris 2 choses. J'ai appris mes passions d'aujourd'hui, la prise de parole en public et l'accompagnement de l'humain. Et donc, en fin 2016, je décide de me lancer. Et je lance ma chaîne Get Up and Be Happy, encore une fois. Ma première vidéo est encore en ligne. D'ailleurs, je suis pas ultra convaincu de cette première vidéo, mais je la laisse parce que j'assume. C'était une vidéo où je critiquais un peu, il faut qu'on soit libre et tout, les gens ils comprennent pas. Enfin bref, c'était un peu le discours marketing de réseau. Et donc voilà, je me lance là-dedans dans les vidéos. C'est très très mal perçu au début. J'ai eu un hater à chaque nouvelle vidéo sortie. Il me faisait 5 dislikes tout le temps, à chaque vidéo, 5 dislikes, 5 dislikes. Le mec, il avait 5 comptes j'ai eu un suicide-toi sale connard. Enfin bref, j'en ai pris plein la gueule encore en lançant cette chaîne YouTube qui démarrait bien en plus. Je faisais 200, 300 vues par vidéo, j'étais content. Et est arrivé le nouvel algorithme de YouTube. Il y avait eu un problème avec des djihadistes et tout, et donc ils avaient défoncé le reach des nouvelles chaînes YouTube, dont j'en faisais partie, et je suis tombé à 10-20 vues par vidéo. C'était très... Honnêtement, c'était une claque, mais j'ai quand même continué malgré tout. YouTube disait vous devez avoir 10 000 vues je crois, ou je sais pas quoi, 10 000 vues et pour non, j'en sais rien, enfin, bref, 10 000 vues pour être à nouveau mis en avant et monétisé. Donc je me suis dit ok, c'est parti, on va faire plein de vidéos, mais à coup de 10 vues la vidéo, je peux t'assurer que c'était long. Je me lance là-dedans là cette période est un peu floue, je sais pas pourquoi. Je pense que je vais juste faire ça. J'étais encore en alternance à ce moment-là. Et du coup, vu que c'est flou, je vais passer ça. Okay. Et en 2017, je suis, septembre 2016, je deviens salarié. Je crois que je m'embrouille dans les années. Ça craint. Là, ça fait un coup de vieux, ça. J'ai acheté comme mon appart. 2016 ou 2017. J'ai eu le bac en 2013. 2014, 2015, 2016. Ouais, donc 2016, j'achète mon appart. Je signe un CDI dans une boîte dans l'aérospatiale. Je fais des satellites de télécommunication. Je fais du design de satellites de télécommunication. Un sujet qui me passionne. Je suis passionné par l'espace, mais le métier, en tout cas, il me plaît pas du tout. Je me retrouve à faire plus de l'Excel et du PowerPoint avec un peu de design 3D, mais j'aimais bien le design 3D pendant les cours parce qu'on en faisait 3-4 heures par semaine, mais là, j'en faisais parfois toute la journée et plusieurs jours d'affilée, c'était chiant. Mais tu vois, j'achète mon appart, j'investis dans l'immobilier, et là, encore une fois, j'ai des potes qui me disent « Mais t'es taré, t'es n'importe quoi, t'es fou, faut pas faire ça et tout. » Et moi, je lui dis « Mais si, je vais quand même le faire et tout. » Surtout que j'ai fait une superbe affaire. Je crois que j'ai acheté l'appart 15 ou 20 000 euros de moins que ce qu'il était à la base. Donc j'investis et je crois que je me suis totalement embrouillé dans les années. Parce que je faisais encore du marketing de réseau à ce moment-là. Ah bah oui, c'était en 2016. Bah oui, je l'ai dit. C'est fin 2016 que j'ai lancé ma chaîne YouTube, donc c'est bon. Non, c'était en 2017 alors. Enfin, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. C'était pas préparé. J'ai pas fait une chronologie. C'était en 2017 que j'achète mon appart. Bon, on va faire une parenthèse sur les dates parce que même là, je crois que je suis pas sûr de ce que je dis. Enfin bref. Donc voilà, je me retrouve dans ce CDI là. C'était assez affreux parce que je faisais toujours mes vidéos YouTube qui marchaient pas.
J'avais mon audience qui était pas faux folle et tout, et j'étais très généraliste. Je faisais du développement personnel comme tout le monde. Et ouais, comme tout le monde. Et c'est ça le gros problème. Donc, fin, fin 2010. Ah, c'est chaud. Ouais, mais c'était 2017, hein. Ouais. Et donc, début 2000. Eh ben non, c'est ça, ouais, c'est ça. C'est en 2016 que j'ai acheté mon appart et tout, et que j'ai lancé ma chaîne YouTube, etc. Ouais, c'est bon, je me rappelle. Parce que la première photo que j'avais faite, je l'avais faite dans mon appart, donc c'est-à-dire que je faisais pas de vidéo avant. Donc, j'étais en CDI, je me lance ma chaîne YouTube, que personne ne regarde, au début si, mais après non. Donc, je lance mes premiers programmes parce que je pars dans l'illusion de tu fais ta chaîne YouTube, 2 mois après, tu te fais 2000 € par mois et tout. C'était le discours qu'on pouvait entendre à ce moment-là, c'est facile de créer sa chaîne et tout. Donc, je pars dans cette illusion-là en me disant, bah c'est bon, allez, dans 2-3 mois, je quitte mon boulot, j'ai 2000 € par mois. Non, j'ai sorti des formations, j'avais aucun client, j'en ai ressorti, j'en avais pas de client. Je demandais à mes audiences, vous voulez quoi comme formation? Ils me disaient, ouais, une formation sur la confiance en soi. Je suis ok, je vous fais une formation sur la confiance en soi, j'avais aucun client. Et ça a duré longtemps, j'ai fait 3, 4, 5 formations sans avoir de clients. Et à côté de ça, je me sentais je suis désolé pour le mélange de dates, mais maintenant c'est bon, je suis fixé. Donc c'était en 2017 là. Et là, je déteste mon boulot de plus en plus, mais j'ai une haine sur le salariat et j'en peux plus. Si j'y vis avec un reculon, je suis content d'avoir des bouchons parce que je peux écouter des audios. Il faut savoir qu'à ce moment-là, j'étais mais ultra déterminé. Tous les jours, j'écoutais les mêmes audios en boucle, en boucle, en boucle. Je te jure, je les récitais par cœur dans ma voiture. Et je me rends compte aujourd'hui que ça a programmé mon cerveau. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. Quand tu veux entreprendre, faut être obstiné. Hein. Faut vraiment être obstiné. Donc tous les matins, j'écoutais en boucle les mêmes audios. Du Franck Nicolas, du David Laroche. Et ça tournait en boucle dans ma tête encore et encore. Tout le temps, tout le temps. Et je parlais avec cette personne à la fin. Je connaissais les audios par cœur. Et donc, je kiffais les bouchons pour ça. Et en plus, quand je rentrais dans mon boulot, bon après c'est normal parce que c'était un endroit assez sécurisé, parce que c'était du spatial, il y avait des informations, etc. Il y avait du top secret et tout. Je rentrais, j'avais une barrière pour la voiture. Après, je crois que je devais passer 5 fois mon badge, 4 fois mon badge pour arriver à mon bureau. C'était impressionnant. Donc j'avais vraiment plus ce sentiment de rentrer dans une prison. Mais sincèrement, c'était horrible. Euh, et je crois que j'ai pété un plomb à ce moment-là, début d'été 2017. J'étais vraiment comme un animal en cage. Vraiment. La cage, c'était le CDI. Et j'étais vraiment un animal qui se secouait dans cette cage en voulant sortir, en sachant pertinemment qu'il aurait beau taper, ça n'ouvrirait pas cette cage-là. Elle était solidement ancrée dans le sol. C'était très affreux. Je t'invite même à voir mes vidéos de l'été 2017. C'est pas Jojo, ça se voit que j'étais fatigué, ça se voit que j'étais désaligné totalement, parce que je disais aux gens, soyez heureux, bossez sur vous, et moi je faisais n'importe quoi à ce moment-là. Je commence à fréquenter des entrepreneurs sur le bassin de Toulousain, et je commence à leur dire, voilà, moi je veux quitter mon travail, je veux faire ce que je fais, par contre j'ai pas de clients et tout, et ils me disent, bah il faut que tu aies le chômage. Et j'ai dit, bah ouais, ça serait cool d'avoir le chômage. Donc je commence à en parler à mon manager, j'ai dit, ouais, j'ai un projet, je lui présente mon projet, je lui dis ce que je fais. J'avais fait l'erreur de leur dire au début que je faisais du marketing de réseau, donc déjà ils n'avaient pas une belle vision de moi-même, parce que je peux tailler mon critique aussi au boulot. Et donc, j'annonce à mon manager, je dis écoute, j'aimerais bien quitter ce travail parce que j'aimerais lancer ma boîte maintenant. Elle me dit Antoine, ce sera pas possible. Je dis pourquoi? Elle me dit bah t'es un CDI, tu bosses, on a du boulot pour toi, tu pars pas. Mais je lui dis mais ça sert à rien de garder quelqu'un qui a pas envie de rester. Elle me dit c'est comme ça. Du coup, j'en parlais avec des collègues avec qui je m'entendais très bien à ce moment-là, et ils me disent Antoine, ça sert à rien, tu pourras jouer au con, faire ce que tu veux, ils te mettront en placard, mais ils te licencieront jamais. Et ils m'ont dit, il y a des gens qui l'ont fait, ils sont encore là. J'en parle avec d'autres collègues qui sont super cool, et il y en a un, il me dit, et d'ailleurs je le remercie pour ça, il me dit Antoine, casse-toi, casse-toi. C'était un peu triste ce qu'il m'a dit, mais il m'a dit, tu vois, moi j'en suis là aujourd'hui, et j'aurais peut-être dû faire des choses quand j'étais plus jeune, vas-y, fonce. Hésite pas. Mais voilà, moi j'étais tiraillé, je dis mais j'ai pas démissionné, et puis je détestais de plus en plus le travail, je te jure, c'était un cercle infernal. Infernal, j'en pouvais plus. Je pense que si j'avais continué comme ça, j'aurais fait un burn-out, honnêtement. Parce que du coup, je faisais des nuits blanches, je bossais le matin avant de partir, je bossais, parce que du coup, la seule voie que j'avais, c'était bosse à fond pour avoir des revenus, et après tu quitteras ton travail, puisque tu peux pas démissionner, ils veulent pas te faire des ruptures conventionnelles. Donc dans ma tête, c'était, il faut que tu aies des clients.
Et donc je carbonais, je charbonnais, mais alors, j'étais mort. Et donc je fais ça à fond et je te jure, il en faut quand enfin si tu veux être entrepreneur, mais fais pas les choses en petit, vas-y à fond. Bien, pas comme je le faisais, mais vas-y à fond. Et puis il y a des entrepreneurs qui me disent: «Ah Antoine, tu peux faire un jouer au con et tout et vraiment à fond et tu verras qu'ils vont te virer». Alors du coup, je commence à jouer au con. Vraiment, j'ai détesté faire ça, hein. Je dis pas, ça me fait pas rire là, hein. J'ai détesté faire ça. J'arrivais au boulot en retard. Je bossais pas beaucoup, pas bien. J'avais 3 écrans, je me rappelle. Je te jure, j'étais à la NASA, tu sais. J'avais 3 écrans. J'avais un où j'avais les mails, un où j'avais mes structures 3D, où j'avais mes Excel et tout, et j'avais un où j'avais regardé des films. Je te jure, je regardais des films. Et j'en ai aussi beaucoup profité pour des vidéos YouTube et tout, sur le développement personnel, sur la nutrition, plein de choses comme ça. Et puis je pète un plomb, et puis je commence à dire, j'ai dit, mais c'est pas possible. Alors du coup, je demande un entretien avec une des plus grandes RH du bassin toulousain. J'avais des couilles quand même, je me suis dit, vas-y, toi qui ne tente rien à rien. Elle accepte le rendez-vous, je lui présente mon projet et tout, je lui dis, voilà, je lui radais mon site, voilà ce que je fais, ce que je veux faire et tout. Puis elle me dit, alors ce qui m'a fait rire, c'est que sur son bureau, elle avait un livre, comment décrypter la communication non verbale ou autre. Et ça m'a fait rire parce que je peux t'assurer qu'à ce moment-là, j'étais mais en PLS dans ma tête. Je la mitonnais, hein, vraiment, en me disant, ouais, mon projet il marche bien et tout, il faut que je quitte mon travail. Et je voyais qu'elle le captait pas. Elle me dit, mais t'as lu le bouquin qui est sur ton bureau, tu vois? Ou alors elle le voyait, mais elle cachait bien son jeu, j'en sais rien. Elle me dit, ouais, votre projet il est super et tout, mais non, c'est mort, on vous garde. J'étais dans une incompréhension totale. Je dis, mais c'est pas possible, il faut pas garder quelqu'un alors qu'il a pas envie, ça n'a aucun intérêt, ni pour l'entreprise, ni pour le salarié. Et quelques jours après, je reçois un mail qui me dit, et j'en ai reçu plusieurs, qui me disent, mais vous avez interdiction d'exercer chez vous. Vous pouvez pas cumuler 2 emplois. Je dis, mais ça n'a rien à voir, c'est un job. J'étais en micro-entreprise. C'est un truc que je faisais chez moi, et en fait, je voyais qu'ils essayaient de me manipuler. Et ça m'a vraiment énervé. J'ai relu mes contrats et tout, j'étais pas dans l'illégalité. Et donc là, je commence à vraiment penser à l'abandon de poste. Donc en gros, l'abandon de poste, c'est tu quittes ton boulot du jour au lendemain. Tu dis ciao, c'est parti, je vous laisse. Ce qui se fait. On m'a dit que ça se faisait, mais je t'assure que je stressais pas mal, hein. À ce moment-là, je fais la connaissance de Karim, Karim qui est un très bon ami, qui fait partie de mes plus belles rencontres. Et avec lui, on veut se lancer sur des projets à deux et tout, on bosse entre guillemets, parce qu'en fait, j'allais chez lui l'été et on était plus au bord de la piscine à boire des bières que vraiment bosser. C'était cool parce que c'était une période de doux rêveurs, j'ai envie de dire. C'était les doux rêveurs qui. Je pense que c'est bien de passer par là, mais c'est pas utile si ça dure trop longtemps. On était vraiment des doux rêveurs qui voulaient avoir des résultats, mais on faisait rien en fait, on bricolait. Mais en tout cas, c'était quand même des très beaux moments. Et ça, je te remercie Karim pour ça, c'était vraiment génial. Et, euh, et donc, août 2017, on décide avec ma copine de partir en voyage à Rome, qui est un merveilleux voyage. Si t'es pas allé à Rome, je te le recommande, c'est magnifique. Et c'était le 13 août 2017, je me rappelle. J'étais chez mes parents en train de bosser avec mon ordinateur, au bord de la piscine, vraiment en mode lifestyle et tout. J'étais en vacances, j'avais pris des congés. Je disais, ouais, ma vie ce sera ça et tout, ce sera trop bien. Et on entend une sirène de pompiers au loin. Comme on en entend tous les jours, quasiment. Et je sais pas, c'était une demi-heure, une heure après, on reçoit un appel à la maison et j'apprends que mon ami d'enfance, un très grand ami d'enfance, on nous appelait les deux frères à l'époque, ont été blonds aux yeux bleus. Je suis plus blond aujourd'hui, mais je vous assure que j'étais blond, mais alors comme de la paille, quoi. Et ce jour-là, j'annonce son décès. Enfin, on nous annonce son décès, et c'était lui dans l'accident de voiture. Il y avait eu un accident de voiture à 500 mètres, 1 kilomètre de chez mes parents. Et les sirènes de pompiers, c'était pour l'intervention. Et donc, accident de voiture, décès sur le coup, et ça a été un choc pour moi parce que ce jour-là, j'ai découvert qu'on pouvait mourir du jour au lendemain. Et mon pote s'est pas levé en se disant, putain, je vais faire un accident de voiture aujourd'hui et je vais partir. Et ce qui était encore plus malheureux, c'est qu'on s'était vu quelques semaines avant et on s'est dit, ça serait bien qu'on reprenne contact parce qu'on était très proches quand on était gamins, on avait perdu contact, on avait pris deux voies différentes. Mais je l'avais vu et j'ai dit, ce serait trop bien qu'on se revoie, qu'on recrée des liens, et finalement, tant pis. Et donc, moment difficile, j'assiste à son enterrement.
Je me rappelle, j'avais fait un discours à cet enterrement, parce que c'était quand même vraiment, on était très proches quand on était gamin. Euh, et, euh, et je dis, mais ce gars-là, j'ai pas dit ce gars-là hein, pendant le discours, mais c'est un gars, et à l'école, il était un peu comme moi, on n'était pas très aimé des professeurs, on n'avait pas de bonnes notes, et lui, j'ai trouvé ça ouf parce qu'il a trouvé sa voie, et il réussissait dans sa voie. Il était dans les cuisines, il avait commencé en commis de cuisine, il était en train d'aller bosser dans des étoilés, quoi, dans des bons restaurants. Et j'ai trouvé ça énorme. Il a vécu sa vie, il a fait les choses qu'il aimait, et j'ai trouvé ça énorme. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vivent leur vie comme ça, et je trouvais ça vraiment très très beau. Et en fait, quand j'apprends ça, ce décès, j'ai une voix dans ma tête qui me dit casse-toi. Tu sais pas si tu vas mourir demain, après-demain, dans 10 ans, dans 20 ans, mais casse-toi. Donc j'assiste à l'enterrement, on part en vacances avec ma copine, on vit des vacances bizarres, tout aussi incroyables que bizarres, parce que c'était trop bien, c'était une belle expérience, mais bon, je venais de perdre un ami d'enfance, et je devais prendre une sacrée décision. Quitter mon travail du lendemain, donc faire un abandon de poste. On rentre des vacances, je crois que j'avais quelques jours encore, je rentre au boulot un lundi, et je te jure, j'ai passé une semaine comme ça. J'étais pas bien parce que je devais en finir avec ce boulot-là, j'étais convaincu que j'allais le faire, et j'avais des collègues qui étaient au courant. Mon manager, je pense qu'il s'en doutait, mais voilà, je suis arrivé dans son bureau en milieu de semaine, et je lui dis, tu sais quoi, je viendrai pas lundi, ciao. Et je me rappellerai toujours de ce qu'il m'a dit à ce moment-là, il me regarde droit dans les yeux, avec un sourire mesquin, j'ai trouvé ça vraiment mauvais, quoi. Et il me dit, mais Antoine, si tu fais ça, tu sais que tu seras radié, et donc là, je tombe de haut, j'ai dit, oh purée. En gros, mes 3 ans d'études, je suis radié, et donc je peux pas bosser dans le milieu de l'aéronautique spatiale dans la région. Donc en gros, je fais une croix sur 3 ans d'études. Et là, je lui dis un truc, j'en parlerai toute ma vie, c'est que je lui dis, je préfère être barman, en fait, que me rasseoir devant un bureau pour un boulot que j'aime pas. Je préfère être dans quelque chose de plus social. Et je rends mon badge et tout, je quitte mon travail. Je me rappellerai toujours de ce trajet en voiture. J'allume ma voiture en me disant, c'est la dernière fois que t'es là, et je me casse. C'était magnifique. C'était magnifique. J'ai quitté mon travail, j'avais aucun client. Aucun client. J'avais zéro de côté. Zéro de côté. Euh, et je savais même pas si ce fameux abandon de poste allait marcher. D'accord. Donc, est-ce que j'aurais droit au chômage ou pas? Alors, sachant que j'étais radié de mes études. Quand Steve disait Antoine, tu te fous tout le temps dans la merde, oui. Et ça, c'était une grande décision. Et donc, je me lance comme ça. Dans cette aventure, 2 mois après, je me retrouve à moins de 2000 € sur mon compte. Ça a duré presque un an, cette histoire-là. J'ai vendu ma caisse. J'ai réduit mon confort de vie. On a fait des sacrifices avec ma copine, et pour ça, je lui en serai reconnaissant à vie, parce que ça a été quelqu'un de très compréhensif, qui m'a toujours soutenu et qui m'a jamais fait douter, qui le fait encore aujourd'hui, bien sûr. Et donc voilà, je me lance là-dedans, et j'ai toujours aucun client. Vraiment. C'était horrible, hein. C'était horrible parce que j'avais ce sentiment de liberté, mais en même temps, c'était pas de la liberté. Donc aucun client, toujours à découvert. En plus, comme un couillon, moi, j'achète un appart sans me rendre compte qu'il y a les taxes foncières. Donc janvier, février, les impôts, vous devez 1000 €. Je dis, mais j'ai pas ça, moi. J'étais à moins 900 sur mon compte. Horrible, donc j'ai dû me débrouiller avec eux pour échelonner et tout. Toujours aucun client. Et je continue à sortir des formations, et j'ai aucun client. Je te jure, c'était horrible. C'est pour ça qu'aujourd'hui, que j'ai des résultats, quand je vois l'entrepreneur qui me dit, ouais, Antoine, ça fait 1 an, ça fait 2 ans, ça marche pas, je vais arrêter, je dis, mais t'as rien fait, t'as même pas essayé. Okay, faut persévérer dans la vie, t'as pas tout d'un coup. Donc là, on est en 2018, janvier 2018, février 2018, et j'ai ma première cliente en coaching, 40 € de l'heure. Et je te jure, j'étais pas bien. Donc là, je réponds à Angélique, ma première expérience de coach. J'étais pas bien. Coach où j'ai faisais payer les gens, parce que sinon j'en avais fait déjà vendu gratuit. Et même à 40 € de l'heure, j'avais l'impression de voler la personne, de faire n'importe quoi. Enfin, c'était assez inconfortable. Donc je me remettais beaucoup en question, c'était assez difficile. C'était en janvier? Ouais, c'était en janvier 2008. Et je continue à faire mes vidéos, hein. J'étais à 250 vidéos à peu près à cette période-là sur YouTube et Facebook. J'avais fait des challenges de live, 60 jours de live Facebook. Enfin, je faisais beaucoup, je produisais beaucoup malgré tout, hein. Ce qui, d'ailleurs, aujourd'hui, je le remercie parce que ça m'a permis d'être à l'aise en vidéo. Tu vois, là, je fais cette vidéo, je me suis dit, je vais pas la coter, je vais tout faire d'un coup. Ok.
Donc je suis à l'aise avec ça et tout ça, c'est parce que j'ai persévéré. Je me suis forcé à faire 60 jours de live tous les jours pour être à l'aise avec l'impro, parce que en fait, je suis un flemmard. Et je passais tellement de temps à faire du montage pour couper les blancs, les bugs et tout, que je me disais, arrête, fais 60 jours de live, apprends et assume. Et, euh, et en fait, j'assiste à un séminaire, la NBS, en 2018. Euh, et là, j'ai eu un gros déclic, parce que, genre à la NBS, je me suis dit, mais c'est pas normal et tout. Et des gens, ils ont 200 vidéos de moins que moi, et ils gagnent bien leur vie. J'ai 250 vidéos, et j'ai aucun client. Quasiment. Enfin, non, j'avais rien, on va dire. Je dis, c'est pas normal. Et en fait, je faisais ma victime au début. Ouais, mais les gens ils comprennent pas. Ouais, mais ceci. Gna gna gna. Et je te jure, j'étais vraiment une grosse victime. Euh, Là, j'ai pris conscience de la responsabilité pour la première fois de ma vie. Enfin, non, deuxième fois de ma vie, parce que la première fois c'était quand j'ai eu mon déclic. Et donc, là, à ce moment-là, je me dis, bon, ben Antoine, c'est ta faute. T'as fait 250 vidéos, t'as des gens, ils en ont fait 50, ils ont plus de clients que toi, c'est que c'est ta faute, remets-toi en question. Et là, je prends conscience de l'authenticité. En fait, j'avais joué un rôle tout ce temps-là, et j'ai commencé vraiment à avoir des gros déclics. Et j'ai commencé à mieux m'exprimer, à plus parler avec mes convictions, mes mots, j'en avais rien à foutre du regard des autres. Et c'est là que j'ai commencé à en avoir rien à foutre. Et 2 semaines après, non, non, attends, 2 semaines après, oui, je rentre, enfin, pas je rentre, mais je décide de faire un podcast. Mais pas un podcast que je publierai, c'était le podcast que je me fais à Antoine. C'était de moi à moi. Et donc je me suis lâché, j'ai eu les larmes aux yeux. Et j'ai compris ce que c'était qu'être authentique. J'ai compris ce que c'était de s'exprimer avec ses propres mots en n'ayant rien à foutre des autres. Je publie une vidéo qui était la première vidéo, on va dire, authentique. Et je te jure, 2 jours après, j'ai mon premier client à 1500 € en coaching. C'était waouh! C'était l'univers, la vie m'a prouvé que ça donnait des résultats. Ça a été affreux parce que en fait, ce client m'envoie l'argent et je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Et je te jure, je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Je l'ai appelé, je l'ai relancé. Ce qui était horrible parce que j'étais encore à découvert à ce moment-là. Donc c'est 1500 €. Ce que j'en ai fait, ce qui était intelligent ou pas, c'est que je me suis acheté ma tablette. C'était 1000 €. Je l'utilise tous les jours aujourd'hui, donc c'est pas un regret, mais sur le moment, c'était pas forcément le plus intelligent. Et du coup, j'étais encore à découvert, et je me dis, mais putain, mais s'il m'appelle pour me rembourser, je fais comment, moi? C'était pas possible, tu vois. Et cette crainte-là, je l'ai eu pendant 6 mois. Et en 2018, je rencontre une personne qui m'a. Je pense que ça a été la rencontre qui a changé ma vie. Il s'appelle Damien Valli. Je le dis parce que j'ai pas besoin de cacher cette personne, au contraire. Elle devrait être plus mise en avant. On me contacte via LinkedIn. Ce fameux Damien Valli me contacte sur LinkedIn et me dit, Antoine, j'ai vu du potentiel en toi et j'aimerais que qu'on s'appelle. Je suis OK. Je réponds rarement sur LinkedIn normalement. Et là, je sais pas pourquoi. En fait, je crois savoir pourquoi. Parce qu'il s'était vraiment renseigné sur mon profil. Et il y a plein de gens qui te contactent, ils savent même pas ce que tu fais. Donc on s'appelle et tout, et il me dit, Antoine, j'aimerais que tu rejoignes un groupe de mastermind. Et je dis, mais j'ai pas l'argent, c'est pas possible et tout. C'est impossible pour moi. C'était 5000 €. Mais en même temps, je savais que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Mais je le sentais au fond de moi. Et je décide de dire oui. Alors, en fait, je vais raconter un peu plus en détail. J'ai dit que je cachais rien dans cette vidéo. J'ai arrêté de lui répondre pendant un moment. Et si tu écoutes cette vidéo, sache que, franchement, merci. Parce que j'avais tellement honte. Je voulais tellement rejoindre ce groupe, mais je pouvais pas financièrement, c'était pas possible. Et en fait, un jour, on arrive à se joindre. Et en fait, je faisais que lui trouver des excuses. Ouais, mais j'étais en clientèle, j'avais pas de clients. Ouais, mais et en fait, je te jure, c'était horrible parce que je m'enfonçais dans mes mensonges. Et un jour, ce Damien, il m'appelle et là, il me fait la morale comme on me l'a jamais faite. Et j'ai kiffé parce que finalement, ça m'a ouvert les yeux. Il me dit, mais tu fais n'importe quoi, tu fais des bricolages, tu te rends compte, t'aimerais qu'on te fasse ça, qu'on aille vers toi, enfin, que t'as des gens qui s'engagent et puis tu t'as plus de nouvelles, est-ce que tu trouves ça sérieux? Alors lui, c'est un gros entrepreneur, hein, donc il avait cette vision-là, c'est pour ça que je l'écoutais. Et ça a été horrible, hein, parce que c'était inconfortable et j'ai découvert qu'en fait, j'étais vraiment un bricoleur, quoi. Je faisais n'importe quoi. Et donc, je décide de rejoindre ce groupe. On s'arrange financièrement. Et enfin, mon père m'a aidé financièrement sur ce coup-là. Ça a été, on va dire, son dernier coup de patte pour m'aider.
Alors, sachant que quand j'ai quitté mon travail, mon père, il m'a dit, ok, mais tu te démerdes. Alors, si t'es dans la merde financièrement, tu te démerdes. Mais là, comme c'était une opportunité, il a rejoint le groupe avec moi. On a eu un arrangement et on s'est lancé là-dedans. Et alors, premier mastermind, c'était à Annecy en 2018, en juin 2018. Et j'ai pris une de mes plus grosses claques de ma vie. Donc, c'était que des gros entrepreneurs. Moi, j'étais le petit débutant qui savait même pas ce qu'il faisait. C'était c'était drôle maintenant que j'y repense. Je raconte mon projet, putain, ça fait 55 minutes. Je raconte mon projet face à ces gens-là. Et donc, je m'appelle Antoine Redel, je fais de la conférence. Ah oui, mais j'avais lancé la conférence en 2017. 21 mai 2017, c'était ma première conférence. Je me suis lancé dans la conférence, je savais pas faire de conférence. Hein. J'avais acheté une salle et tout, 195 €, si je me rappelle bien. Une expérience intéressante. Il y avait un tiers de la salle, c'était ma famille. Le reste, il y avait un collègue de travail et des gens que je connaissais pas trop. Et bref. Et donc, je fais conférencier, je fais de la vidéo YouTube, je fais des développements personnels, j'aide les gens à se sentir bien dans leur vie et tout. Et là, ils m'ont tous, mais alors, littéralement défoncé. Ouais, mais tout le monde fait ça. On sait même pas ce que tu fais. Mais t'es qui? Tu fais quoi? On comprend pas. Comment tu vas différencier? Et en fait, ils m'ont montré toutes les failles de mon business. Et tu vois, ça c'est un truc que je te recommande. Il faut écouter les gens qui ont des résultats, pas les gens qui n'ont pas de résultats. Non, les écoute pas. Ok. Les gens que tu dois écouter, c'est les gens qui ont des résultats. D'accord? Parce qu'eux, ils ont un regard sur le business. Et en fait, j'ai pris conscience que j'étais vraiment un bricoleur du dimanche et qu'il fallait que je passe en mode business. Ok. Et en fait, ils m'ont dit, et je te jure, ce moment-là, mais si j'avais pu, mon père était là, du coup, il m'a dit, mais Antoine, je t'ai jamais vu aussi mal à l'aise. J'ai transpiré, j'avais qu'une seule envie, c'était de me rouler en boule. Mais vraiment, c'était horrible, horrible. J'avais envie de sauter par le balcon. C'était un de mes pires moments de ma vie, je crois. C'était une humiliation. Ouais, j'exagère un peu. Mais du coup, voilà, ça m'a vraiment fait des déclics et je suis sorti de ces 2 premiers jours de mastermind changé. J'avais compris qu'il fallait que je passe en mode business. Et d'ailleurs, c'est ce que je recommande à beaucoup d'entrepreneurs qui débutent. Faut arrêter de bricoler, faut passer en mode business, sinon ça marchera pas pendant très longtemps. T'auras beau sortir des nouveaux programmes, t'auras pas de clients, t'auras beau sortir de nouveaux produits, ça marchera pas, il faut que tu changes ta conviction personnelle. Et c'est ça qui a tout changé. Et donc, ils me disent, voilà Antoine, c'est où que t'as gagné le plus d'argent jusqu'à maintenant? Bah, je dis, bah, dans le coaching, parce que j'ai dû faire 100 € en formation en tout. Ok, bah alors ne fais que ça. Arrête de vouloir tout faire comme tes concurrents, fais que ça, tu te concentres que là-dessus. Arrête de t'adresser à tout le monde. T'adresser à tout le monde, c'est t'adresser à personne. Et ça, c'est quelque chose que je refusais d'accepter. Et donc, je décide d'accompagner les entrepreneurs parce que je voulais accompagner les salariés, alors que je déteste le salariat, mais vraiment. Et c'était incohérent. Et j'aimais pas, enfin, j'aimais pas. Mais je pèse mes mots, enfin, c'est un peu dur là-dessus. Mais c'était vraiment pas un kiff d'accompagner les gens qui étaient salariés parce que, je sais pas, ça me faisait pas vibrer, quoi. Moi, j'aimais bien bosser avec enfin, j'adore, hein, c'est encore le cas, bosser avec des gens qui ont de la vision, qui veulent avoir un impact, qui veulent changer leur vie, qui veulent changer le monde, etc. Ça, c'est quelque chose qui m'est cher. Et donc, j'ai décidé d'accompagner avec les entrepreneurs. Et donc, c'est assez inconfortable, hein, parce que je dis, ouais, mais en même temps, je suis pas bon dans le business, moi. Et ils m'ont dit, mais tu sais, ils s'en foutent, les gens. Toi, tu veux les accompagner sur l'état d'esprit, pas sur l'entrepreneuriat. Tu accompagnes des entrepreneurs sur l'état d'esprit au niveau de l'entrepreneuriat. Donc, j'ai commencé à construire mon branding, mon discours, et j'ai eu mes premiers clients. Et c'est là que ça a commencé à changer. C'est là que ça a commencé à rentrer du flouze. J'ai commencé à avoir mes premiers clients et j'étais ravi parce que du coup ça commençait à fonctionner, mais j'étais tellement dans la merde financièrement que j'étais toujours à découvert, mais je vivotais. J'étais en mode, ça c'est la surface de l'eau, j'arrivais en tendant un peu les lèvres à réussir à respirer à la surface. D'accord, donc c'était déjà un peu plus confortable. Septembre 2018, je fais une conférence avec Catherine, qui est une bonne amie belge, une coach belge. On fait une conférence à Toulouse et c'est la première fois où je m'affirme. Alors, j'avais jamais fait une conférence où j'affirmais à fond comme ça mes idées en disant si tu veux des résultats, faut que tu bosses sur toi, arrête de t'illusionner, quoi. T'auras pas de résultats si tu cherches pas à travailler ton mindset. Et j'ai eu des premiers clients à ce moment-là, enfin d'autres clients. Donc j'ai commencé un peu plus à respirer.
sachant qu'entre-temps, j'avais eu beaucoup de conférences où j'avais que 1, 2 personnes. C'était horrible. D'accord? J'étais dégoûté de la conférence. Et tu vois, j'ai traversé une période, j'ai oublié de te le dire, entre 2007 et 2018, ce qui a été un peu trop spirituel. J'étais perché et j'étais parti dans cette délire. La spiritualité, c'est très important, mais il faut rester ancré. Et pour moi, c'est une grande leçon parce que j'étais moins heureux en étant dans l'extrême spiritualité qu'aujourd'hui. D'accord? Même qu'avant. À un moment, je me dis, mais Antoine, t'es plus malheureux qu'avant, alors que t'es spirituel, t'es dans le développement personnel et tout. Mais j'étais dans l'illusion, j'étais dans le déni de la réalité. Antoine, c'est le business. Antoine, il faut que tu rentres de l'argent. Ok? Oui, mais l'univers et tout ça. Non, c'est le business. Et rien ne t'empêche d'être connecté à l'univers. Rien ne t'empêche d'être spirituel et d'être connecté au business. Donc quand j'ai corrigé ça, c'est là que ça aussi a commencé à rentrer. En fait, j'ai quitté le monde des bisounours et des bricoleurs, et c'est ça qui m'a donné des résultats. On se retrouve en octobre 2018. Le premier séminaire que je fais avec Isabelle Rose, donc une coach à Toulouse. Superbe expérience, j'adore, franchement c'est trop bien. On passe une journée entière avec des gens, on les fait bosser sur eux et tout, c'était trop cool. Et à la fin de la journée, je dis à ces gens-là, montez sur scène, donnez vos engagements, qu'est-ce que vous allez faire dès lundi. Et donc, tout le monde passe sur scène, et puis vient mon tour, mais à la fin, ils me disent, ouais, c'est quoi tes engagements dès lundi? Et, euh, et là, j'ai une idée dans ma tête qui me traverse l'esprit. Euh, et je me suis dit, bah écoute, si cette idée te traverse l'esprit, c'est que c'est un message de l'univers, ou peu importe. Donc, va sur scène et donne cette idée. Et cette idée, c'était de faire une tournée de conférences. La grosse panique, parce que je m'engage sur quelque chose que je sais pas faire. À ce moment-là, il y avait Joanne Yangting qui m'inspirait beaucoup, qui est un marketeur que j'apprécie énormément, un business coach, et qui m'a d'ailleurs beaucoup aidé sur mon parcours également. Et donc, je décide de me faire accompagner par une coach commerciale sur Toulouse, qui s'appelle Diane, très belle personne aussi que je fréquente encore beaucoup aujourd'hui. Je suis dans son club de réseau, on a intégré le Rotary ensemble. Enfin, c'est quelqu'un que je merci du fond du cœur, parce que grâce à toi, je pense pas que j'en serais là aujourd'hui. Et donc, je me lance dans ce coaching commercial et je lance ma tournée Mindset Entrepreneur en 2018. J'étais à moins 900 € sur mon compte bancaire quand j'ai lancé ma tournée Mindset Entrepreneur. J'avais ni payé les billets train, les hôtels, les salles de conférence et tout ce qui va avec, la logistique, la bouffe, etc. sur 2 semaines de tournée. Donc quand Steve dit Antoine, tu te fous tout dans la merde, oui. Je prends des grosses décisions, mais moi il y a une phrase qui me tourne dans la tête tout le temps, et que je t'invite à appliquer à 200%, c'est prends des décisions à la hauteur de tes ambitions. Prends des décisions à la hauteur de tes ambitions. Toujours. Si tes ambitions, elles sont là, arrête de prendre des décisions là. Sors de ta zone de confort. Oui, c'est compliqué. Ouais, c'est chaud. Tu te dis, mais t'es fou. C'est pas. Mais si tu le fais intelligemment et que derrière tu bosses intelligemment, que tu es aligné, que tu as bossé sur le marketing, que tu as bossé sur ta conviction, parce que tout se joue dans les yeux, ça va le faire. Donc je me lance dans cette tournée folle. Et d'ailleurs, petite anecdote, j'apprends que dans les conférences, c'est bien de raconter une anecdote au début pour rigoler. Je lui dis la veille, putain, mais j'ai pas d'anecdote. Et ben j'en ai une, service sur un plateau d'argent le lendemain. Je pars pour aller à la gare et je pète la roue de ma valise. Concrètement, je pète la roue de ma valise. Mais elle tient encore par un petit bout de plastique. Là, je me dis, ça va, je peux encore tenir. J'arrive à la gare de Toulouse pour partir à Bordeaux, qui était ma première date. Et là, je vois que le train a une demi-heure de retard et je me dis, bah, la SNCF, ça arrive toujours, c'est bon. Cette demi-heure de retard se transforme en heure de retard et cette heure de retard se transforme en 1 heure et demie de retard. J'avais pris 3 heures d'avance. J'ai dit, on va prévoir le coup, je pourrais visiter Bordeaux. Top, première fois que j'allais à Bordeaux. Je dis des bêtises, j'étais déjà allé avant. Et donc,
Le train arrive enfin. On rentre dans le train. Je me dis, ça va, ça passe. Mais ça fait chier quand même. Le train démarre, il roule une demi-heure et puis il s'arrête. Une demi-heure. Il s'arrête une demi-heure, le con. Et je peux vous assurer que là, j'ai commencé à stresser. Parce qu'on apprend qu'en fait, il y a eu une voiture sur un passage à niveau. Et là aussi, tu vois, j'ai relativisé. Parce que je me suis dit, je préfère être dans ce cas-là qu'avoir une voiture explosée. Apparemment, il n'y a pas eu de blessés, donc c'est tant mieux. Le train repart et s'arrête une demi-heure. Et je me dis, non, mais c'est pas possible. Je dis, mais comment je vais faire? C'est la première fois que je fais une tournée de conférence. À Bordeaux, c'est là où j'ai le plus d'inscrits. Et j'ai littéralement le train. Et j'ai l'univers qui est contre moi. Et je me dis, mais c'est pas possible. Et c'est pas fini. Le train part et ne s'arrête plus. Il ralentit, il va pas très vite, mais voilà. On arrive, je crois, une demi-heure avant, à Bordeaux. Avant ma conférence. Hein. Et la gare, elle était pas à côté de la salle. Hein. Je sors du train, je cours, je vais chercher, je prends le tram de Bordeaux et j'arrive enfin à la station et je peux t'assurer que c'est horrible quand tu sais que t'as la bourre et que t'es dans un endroit et que t'es inactif. T'es dans un endroit qui avance tout doucement et tu peux rien faire. Tu peux pas aller plus vite. Ça sert à rien de courir dans le tram. Tu vas gagner 20 mètres, mais c'est tout. Et encore. Et donc le tram s'arrête, je sors et je cours avec ma valise. Et là, je donne un coup de pied dans cette fameuse roue qui avait commencé à se casser. Et je vois la roue partir. Et elle s'arrête. Devine où? Sur la rame du métro. Du tram. Qui bien sûr est en train d'arriver. Qu'est-ce que je fais? Je lâche toutes mes affaires et je cours pour attraper cette roue avant que ce tram passe dessus. Tu vois le truc. J'avais une roue de ma valise dans la main. Je reprends ma valise et je pars en courant presque à la salle. J'arrive en sueur, parce que c'était en novembre, je crois que c'était fin novembre la tournée. Donc du coup j'étais bien habillé et j'ai couru et j'étais en sueur. J'arrive, il y avait déjà des gens qui m'attendaient. Donc je m'installe vite et là je me dis mais ça va être horrible. Et bon bref, ça a été une super soirée. Le lendemain je pars pour Paris. J'arrive à la gare de Bordeaux pour partir à Paris et là, alerte à la bombe. Je dis non, sérieux, arrêtez, c'est pas possible. Ça va pas durer. Mais sur le moment, j'ai dit non, mais c'est pas possible, je vais pas un truc à chaque date. Et donc voilà, cette tournée incroyable, je fais des rencontres incroyables, je vois des gens, je rentre dans mes frais et je gagne même de l'argent parce que je me retrouve avec plein de nouveaux clients. Et donc je me dis mais c'est pas possible, il faut que je passe en société. J'étais en micro-entreprise et je me dis là il faut que je passe en société parce que j'ai trop de frais. La tournée m'a montré les frais et que je pouvais pas les récupérer, donc je me suis dit je vais passer en société. Donc début 2019, je crée ma boîte Redal Coaching. J'étais très original. Et donc j'ai mes premiers clients en coaching, je commence à accompagner plein de clients, je m'éclate, c'est génial. J'étais encore sur des petits prix à l'époque, d'accord, mais petit à petit je suis monté en gamme. Et donc je me dis mais tu vois heureusement que j'ai pris ce risque de cette tournée parce qu'en fait ça a transformé ma boîte, ça a transformé ma notoriété. Et c'est grâce à ça que j'en suis là aujourd'hui, j'en suis ultra convaincu. D'accord? Donc je me lance là-dedans et c'était encore, ouais, c'était bizarre. Je me dis, j'ai créé une boîte, donc je vais devoir payer un comptable. J'étais encore au chômage à ce moment-là. Ah oui, parce que j'ai eu le droit au chômage. Hein. J'ai oublié de te le dire, j'ai eu 2 ans de chômage. Ça s'est terminé en octobre 2019. Et donc voilà, je me dis ça va, j'ai pas besoin de me verser de salaire et tout, c'est bien. Mais j'ai dit par contre quand je dois me payer un salaire, parce que j'ai créé une SASU, donc t'as 83%, je crois 82% de charges sociales. Donc c'est à dire que si tu payais 1500, j'exagère un peu, tu payes 3000, c'est énorme. Et donc voilà, je me lance dans cette aventure-là, et en fait c'était pas forcément intelligent de créer ma boîte maintenant, mais comme j'ai une grosse vision, comme je veux aller hyper loin, je me suis connecté à cette vision-là et j'ai encore pris un risque qui n'était pas forcément intelligent. Et je me suis dit, Antoine, fous-toi encore une fois dans la merde et t'auras pas le choix de créer des résultats. Et donc 2018, superbe année, j'ai de plus en plus de clients, j'ai mon expertise 2019 pardon, qui se développe et j'ai vraiment mis mon focus, je n'ai fait que du coaching pendant cette année-là, j'ai arrêté de vendre des formations en ligne, j'ai fait 2-3 tentatives mais pas plus, ça n'a jamais été très fructueux. Et donc, je renouvelle ma tournée Mindset Entrepreneur en 2019. Cette fois-ci, je me rachète une voiture. J'ai racheté ma voiture en septembre
sacrée étape parce que je l'avais vendu 2 ans avant. Donc 2 ans après, j'ai ma nouvelle voiture que je me suis payée avec ma boîte. C'était énorme. Je commence à avoir un meilleur style de vie et ça fait plaisir. Je vais dans des putains d'hôtels que je me paye. Ça c'est cher. Des fois, 600 € d'hôtel et tout. Oui, ça fait. Je crois que je suis même monté à plus. Mais tu vois, c'est des plaisirs que je peux me faire comme ça. Je suis monté en gamme pendant l'année aussi. Sache que je suis passé de 40 € de l'heure à, je vais pas le dire aujourd'hui, mais à plusieurs centaines d'euros l'heure. Enfin, la séance. Après, je vends jamais la séance, je vends des packaging, je vends des résultats et tout. Mais tu vois, pendant cette année 2019, ce que j'ai le plus appris, ça a été de me professionnaliser. Passer en mode mindset, business, 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 business. Ok, arrêtez d'avoir la flemme de faire certaines choses. Et ça m'a vraiment aidé, ça m'a vraiment servi. Arrêtez de jouer petit, d'accord? C'était juste ça. Donc, je refais ma tournée mindset entrepreneur en road trip. Donc là, c'était tellement bon, j'adore ça, j'adore rouler. Et donc, je fais ma tournée mindset entrepreneur en voiture. Les dates, ça se passe super bien. Je trouve des clients. Surtout maintenant, c'était des clients haut de gamme, donc c'était autre chose. C'était une nouvelle étape de passer. Et donc j'ai été entre guillemets, alors avant de dire ça, parce que j'étais en pleine tournée. J'ai fait Bordeaux, Paris, Lille avec mon ami Steve Jorion. Après, je faisais Dijon, Lyon et Toulouse. Ouais, c'est bon, j'ai pas oublié de date. Et j'ai fait un détour à Strasbourg. À Strasbourg, j'en profité pour voir rapidement ma tante et j'allais voir une cliente que j'avais à Strasbourg. Parce que pendant ma tournée, je suis allé aussi voir des clients parce que j'adore ça, j'adore le contact humain et donc même si ça me coûte de l'argent de faire des gros détours, plusieurs centaines d'euros parfois, j'aime bien faire ça. Ok, ça c'est vraiment ma vision des choses. J'aime m'investir pour mes clients et donc je suis à Lille. Super conférence avec mon ami Steve. On lançait une immersion qui en a fait en 1er de février, qui s'est très bien passé. Et donc je vais à Strasbourg. Je découvre les Ardennes, c'est magnifique. C'était très beau, franchement. Enfin, j'ai eu des paysages magnifiques pendant ma tournée. Et donc, j'arrive à Strasbourg, je vais voir ma cliente le soir, elle faisait une conférence. Et le lendemain, je pars pour Dijon. Et sur le chemin de Dijon, je me dis, c'est trop bien, j'ai eu aucun problème, la tournée se passe trop bien, j'ai eu aucun accro, c'est parfait, c'est trop trop cool. En plus, j'ai bientôt me prendre quelques jours là dans le Jura, ça va être sympa. Et en fait, ma voiture, j'ai une clé. Ça a une importance dans l'histoire. J'ai une clé que je mets toujours dans ma poche. Et en fait, quand je m'approche de ma voiture, elle s'ouvre automatiquement et quand je pars, elle se ferme automatiquement. Sauf que j'avais prévu le truc et j'avais pris le double des clés qui étaient dans ma valise. Donc en fait, la voiture restait tout le temps ouverte. Donc je devais ouvrir et fermer manuellement quand je m'arrêtais à des stations essence pour aller aux toilettes ou pour faire un plein. Et sur ce trajet Strasbourg-Dijon, à chaque fois je m'arrête, parce que je m'arrêtais beaucoup. En fait, je j'étais pas pressé, donc j'avais envie de faire une petite pause, boire un petit café, je m'arrêtais quoi. Et je me dis, mais la voiture, elle se ferme toute seule et tout, c'est fou. Elle est intelligente. Elle a compris que au bout de plusieurs jours où je sortais et je rentrais dans la voiture et qu'elle voyait une clé s'éloigner mais pas l'autre, elle s'est dit bon elle est intelligente et maintenant elle se ferme quoi. Je dis putain mais bien et tout. Tu la sens la connerie venir. Et donc je continue à rouler. Et puis je me dis c'est quand même bizarre cette voiture. C'est pas normal. Et là, je me revois la veille chez ma tante dans son bureau poser les clés de ma voiture. Le double. Parce qu'en fait, pour aller voir ma cliente, j'avais pris mon sac et je m'étais débarrassé d'un maximum d'affaires pour pas être trop lourd. Et, je me vois poser cette clé, et à côté, je vois tout ce que j'ai posé. Et là, la panique générale. J'étais à 40 minutes de Dijon, donc j'avais fait 2h30 de route, voire plus. Et, et là, je vois que j'ai posé mon ordi à côté, avec mes diapos. Et je vois que j'ai posé tous mes adaptateurs et mes stylos de mon paperboard. Et là, la panique. Je me dis, oh putain. Et du coup, j'ai eu 1 minute de rage. Genre, putain, c'est pas normal, c'est fait chier et tout. Et puis après, j'ai dit, attends, tu pourras rien y changer. Tu pourras râler tout ce que tu veux. Tu pourras souffler, la voiture, elle ira pas plus vite. Il n'y a pas de voile, d'accord. Et donc, assez rapidement, je me calme et je dis, tu vas trouver des solutions. Donc, je contacte des gens que je connais à Dijon. Et on me dit, ouais, pas de souci, tu auras ton ordi. Et j'arrive à mon hôtel, je pose mes affaires. Je vais à l'autre hôtel où j'avais réservé ma salle et j'arrive à l'hôtel et je te dis ben voilà, je suis monsieur Redel, je viens pour la salle. Et là, femme, quelle salle, monsieur? Je peux t'assurer que je suis devenu blanc. J'ai réservé une salle,
via ce site. J'ai eu de la confirmation et tout. J'étais débité. Elle cherche pendant au moins 5 minutes, 10 minutes dans tous ces papiers. Elle me dit, mais je vois rien, monsieur. Je dis, mais si, j'ai réservé. Enfin, moi, j'ai une conférence ce soir, j'ai des gens qui viennent. Je commence un peu à m'énerver, tu vois. Je restais calme, mais c'est pas normal. Et elle me dit, ah, c'est bon, elle a trouvé. Et du coup, on arrive à la salle qui était pas prête du tout. Elle était en bazar de l'autre réunion qu'il y avait eu avant. Et du coup, je me retrouve avec cette dame à préparer la salle alors que j'ai autre chose à faire. J'aime bien prendre de la respiration, prendre du temps et tout, revoir mes notes. Euh, et donc, le fameux ordinateur arrive 20 minutes avant le début de la conférence. Et Antoine avait tout prévu. Il avait sa clé USB. Je m'étais dit, tu mets ta diapo sur la clé USB, on sait jamais. Je branche la clé sur l'ordinateur, et là, la clé est vide. Enfin, il y a un fichier. Fichier avec des numéros bizarres. Et là, je me rappelle qu'il y a 2 jours, j'ai fait la mise à jour de ma voiture. Donc, ouais, maintenant, aujourd'hui, on fait des mises à jour avec une clé USB dans la voiture. Pour mettre à jour le tableau de bord, mettre à jour les logiciels intérieurs et internes et tout. Et là, je me dis, oh putain, mais quel con. Mais quel con. Mais vraiment, j'ai dit, mais j'ai tout prévu et je me suis auto-bisuté, quoi. Et là, je panique et je me dis, oh putain, je vais vite sur mon drive qui est sur le portable et je l'envoie à l'adresse mail du gars qui m'avait prêté l'ordinateur, qui est Damien Valli. Tu m'as sauvé encore une fois, 2e fois que tu me sauves. Hein. Et j'arrive à choper la slide, qui était une vieille slide parce que j'avais mis à jour. Je la mettais souvent un jour pendant la tournée. Mais bon, la conférence se passe bien, et puis je m'étais dit au pire, si j'ai pas de slide et tout, je sais ce que j'ai à dire, je connais mon sujet, et je réussirai quand même ma conférence. Donc, tout se passe bien, et le lendemain, j'étais content parce qu'à la base, je devais aller à Lyon, donc je faisais Dijon-Lyon, et je me suis dit, bah, c'est cool parce que c'est pas très loin, j'aurai le temps, j'ai pris un bel hôtel à Lyon, je pourrais me poser et tout. Et du coup, non, j'ai dû faire l'aller-retour. J'ai dû remonter sur Strasbourg pour revenir à Lyon. Je t'avoue que là, j'ai aimé bien le road trip, mais là, ça m'a un peu saoulé. 6 heures de route pour rien. Enfin, pour rien. Si, je devais chercher mon ordi, mais bref. Et donc voilà, après la tournée s'est très bien passée. J'ai pris du temps dans le Jura. J'ai pris 2 jours de pause avant de repartir sur Toulouse. Et ces 2 jours de pause, d'ailleurs, j'ai réalisé quelque chose de fort ce jour-là. C'est, ça y est, tu peux partir. Si tu te rappelles, le 13 août 2017, quand j'ai entendu que mon ami d'enfance était parti, j'ai eu cette voix et je me suis promis de prendre un risque, même si en fait, je me suis dit, Antoine, quitte à mourir un jour, autant avoir tenté quelque chose. Et pendant cette tournée, pendant ce moment au Jura, je me suis fait un petit road trip au Jura. Je passais de lac en lac, c'était magnifique. J'ai adoré le Jura et j'y retournerai. Et en plus, j'ai pris un hôtel. Je suis jamais allé autant au spa, à la piscine de ma vie. J'y allais le matin en me réveillant et le soir après la journée de road trip. J'ai fait ça les 2 jours. Et là, je roulais et à un moment, je dis, ça y est, Antoine, tu peux partir. Je sais pas, j'ai vraiment ressenti ce sentiment de c'est bon, je peux partir, j'ai tout tenté, j'ai réussi. Et ça a été un sentiment incroyable. Enfin, franchement, j'ai jamais eu un sentiment positif aussi fort. C'était ça y est, tu peux partir, Antoine. T'as accompli ta mission. Et enfin bref, parenthèse, je termine cette tournée. Et donc voilà, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que j'étais victime de mon succès, entre guillemets, parce que j'ai eu plein de clients, trop de clients. Et donc voilà, c'est un bon problème, mais j'ai dû revoir mon business, donc je suis remonté en gamme. J'ai décidé que 2020, ce serait une nouvelle stratégie, parce que chaque année, je ne mise que sur une seule stratégie. Donc 2020, je continue bien sûr le coaching individuel, j'ai limité les places. Par contre, maintenant, le but de l'objectif 2020, c'est de passer sur du groupe et de scaler le business, donc passer à un niveau supérieur. Donc dans ce parcours-là, j'ai appris énormément de choses. C'est qu'il faut jamais abandonner sans raison valable. Je répète, il faut jamais abandonner sans raison valable, parce que oui, c'est important d'abandonner, mais il faut pas abandonner pour des conneries, il faut pas abandonner pour des excuses à la con. Excuse-moi, je vais être cash, mais en même temps, c'est un message que je veux faire passer. C'est ce que j'ai appris de tout ça. Faut arrêter de se raconter des excuses. Faut arrêter d'écouter ses peurs. Il faut les écouter intelligemment. D'accord? Parce que les peurs, elles sont là pour nous forcer à grandir et nous sortir de notre zone de confort. D'accord. J'ai appris qu'il fallait se professionnaliser et arrêter de bricoler. Le business, c'est pas forcément le monde des bisounours en soi. Ça demande du travail, ça demande de l'introspection, ça demande du travail, ça demande du travail, ça demande du travail. Intelligent, mais ça demande du travail. Ça demande en fait, le business, le développement personnel, la vie, ce que tu veux, c'est 2 pas en avant, 1 pas en arrière. 2 pas en avant, 1 pas en arrière. 2 pas en avant, et en fait, ce n'est que ça. Et combien de personnes abandonnent dès le premier pas en arrière?
Combien de personnes arrêtent au bout d'1 an? Mon projet il marche pas, mais putain, mais t'as rien essayé. Une entreprise, c'est 3 ans, et moi, ça a pris 3 ans à décoller. Une entreprise, c'est 3 ans. Et j'ai appris plein de choses aussi, parce que dans ce parcours-là, oui, j'ai été tenté. Il y a eu des modes qui sont arrivés, et plusieurs fois, je me suis dit, Antoine, est-ce que tu parles dans ces modes ou pas? Et à chaque fois, j'ai dit non. Une mode est éphémère. Il y a eu la mode du high ticket. Ouais, Antoine, tu devrais vendre plus cher, c'est inadmissible, tu devrais pas vendre ça, surtout par rapport à ta notoriété. Et je dis, mais j'en ai rien à foutre. Moi, je veux réussir sur le long terme, je veux pas réussir tout de suite. Donc, j'ai commencé à 50 € de l'heure et j'ai monté mes prix au fur et à mesure, petit à petit. Et c'est comme ça qu'il faut évoluer. Il faut pas tout avoir tout de suite. Il faut réussir bien et réussir sur le long terme. Et pour moi, j'en suis ultra convaincu aujourd'hui. Et je reçois des clients, des coachs, j'accompagne des coachs. Et ils sont là, ils sont partis dans cette mode-là, ils n'ont pas eu de clients. Et quand je leur pose la question, est-ce que tu as essayé de vendre du coaching à 50 €? Non, on m'a dit que c'est vendre du coaching à 50 €. Apprends-toi, fais-toi à l'aise avec le processus de vente et tout, et après tu montes tes prix. Quand tu as trop de clients, quand tu es à l'aise, tu montes tes prix. Trop de clients ou à l'aise, tu montes tes prix au fur et à mesure. Et ça, c'est juste. C'est juste pour tes clients et c'est juste pour toi. Parce que tu as une réelle expertise. D'accord? J'ai appris quelque chose de très important et j'ai hésité à en parler dans cette vidéo. Et en fait, je me suis dit, j'en ai rien à foutre de ce que les gens vont penser. Donc, je vais être très transparent avec toi. Je suis pas certifié en coaching. J'ai des formations en PNL, en coaching, en hypnose, mais je n'ai pas de certification. J'ai des diplômes, ils sont là, mais ils sont pas certifiés par l'Europe, tout ce que tu veux. Et ça a été un gros défi pour moi parce que en 2018, en février 2018, je me suis retrouvé face à 2 coachs à Toulouse. Ça a été affreux. Ils se sont mis les 2 contre moi, à me dire: «C'est pas éthique ce que tu fais, c'est trop cher, c'est pas bien, c'est trop long et puis t'es pas certifié, nanana», et ils m'ont défoncé. J'ai fait travailler mon réseau à Toulouse et j'ai appris que ces gens-là, c'était des gens qui galéraient, et très souvent, c'est les gens qui galèrent qui te jugent, d'accord? Mais tu vois, c'est quelque chose qui m'a causé du tort, surtout que j'ai commencé, voilà, j'avais 19 ans, j'ai commencé le coaching, j'avais 22 ans. Et je peux t'assurer que le syndrome de l'imposteur, je me le suis bien pris, tu vois, manque de légitimité et tout, je l'ai pris, mais alors bien. Et, et en fait, j'en ai fait une force. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en ai rien à foutre. Mais vraiment, je te le dis comme ça, j'en ai rien à foutre de pas être certifié. J'ai accompagné des coachs qui sont RNCP et ce que tu veux, ils sont ICF et tout, et ils me prennent mes outils. Des outils que j'ai développés, que j'ai inventés. D'accord? Je me suis formé en coaching. J'ai fait comparer ma formation de coaching qui n'est pas certifiée à d'autres formations, elle est géniale. D'accord? Je dirais pas ce que c'est aujourd'hui, mais en fait, aujourd'hui, ma force, c'était ça, finalement. C'est que ça m'a poussé à innover, ça m'a poussé à inventer des process, ça m'a poussé à mêler plein de techniques de coaching pour les mélanger entre elles pour faire des méthodes uniques. Et là, je peux t'assurer qu'aujourd'hui, ce que je fais, c'est unique. Parce que j'ai inventé mes propres exercices que j'aurais peut-être pas fait avant. Et j'ai aussi une vision sur l'industrie du coaching. Pour moi, c'est une usine à gaz. Il y a des... Je vois des coachs qui sont certifiés, tout ce que tu veux, mais ils ne devraient même pas l'être. Ils n'ont jamais travaillé sur eux. Pour moi, c'est la base. C'est la base. Il faudrait au moins bosser ces 2 ans sur soi avant d'être coach. Encore. Ok. Il y a, et des coachs que j'ai accompagnés qui sont certifiés et tout, on en a parlé de ça. Ok. Et ils m'ont dit, mais Antoine, s'il y a des gens, ils ont rien à faire dans le coaching et tout. Ils auraient pas leur certif et tout. Donc bref, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé sur moi, et aujourd'hui, en fait, vraiment, c'est ça, j'en ai rien à foutre. Et aucun client m'a jamais demandé mes diplômes, d'accord? Mais je n'ai eu que des retours positifs chez mes clients. Ils ont kiffé le processus de coaching. Et je te le dis encore, les coachs certifiés ICF, RNCP ou tout ce que tu veux, que j'accompagne, me piquent mes outils, tant mieux, franchement, je suis content, d'accord? Et ça a transformé leur vie. Donc, je dis pas qu'il faut pas avoir de diplôme. Je dis qu'il faut d'abord travailler sur ça. Et je dis qu'il faut tout remettre en question. À chaque fois que tu apprends un truc, remets-le en question. Parce que on t'a appris une chose d'une certaine manière. Et même ce que je te dis, remets tout en question. D'accord? C'est ma vision. C'est ma façon de faire. Voilà. De tout remettre en question pour innover. D'accord? Sinon, t'es qu'une photocopie. Et une photocopie est toujours de moins bonne qualité. Et donc, voilà, j'ai raconté mon parcours. Je pense que j'ai pas oublié grand-chose. Hein. Il y a forcément des trucs que j'ai oubliés. Je vais répondre maintenant aux questions que vous m'avez posées sur les réseaux sociaux. Ah, d'ailleurs, il y en avait une sur Instagram, j'ai oublié de la sélectionner. J'ai fait que Facebook.
Hop, alors en attendant, il y a Marc qui m'a demandé quelles étaient mes meilleures rencontres. Alors, mes meilleures rencontres, ça a été bah, du coup ma copine, mais ça j'en ai déjà parlé. C'était une très belle rencontre et merci beaucoup à toi. C'est une personne qui m'a qui a cru en moi. Elle m'a jamais remis en question et c'est quelqu'un que je la remercierai toute ma vie parce que chaque année je lui disais t'inquiète pas l'année prochaine ça ira bien et ça a duré 3 ans. Elle m'a jamais dit ouais mais tu m'avais dit que et ça je trouve ça magnifique. Comme quoi c'est hyper important de te connecter avec quelqu'un qui te correspond. ABC Enzo, l'importance des personnes, l'écosystème qui t'entoure. Bah, du coup, je vais répondre avec cette question. Donc, avec la question de Marc, mes meilleures rencontres. Ma copine, il y a eu ce fameux Damien Valli, qui a été une rencontre qui a transformé ma vie, parce que c'est quelqu'un qui a cru en moi, c'est quelqu'un qui m'a propulsé, qui m'a mis dans un réseau d'entrepreneurs à succès, et donc forcément, ça m'a inspiré. Sachant que j'ai réinvesti là-dedans. Ah oui, j'ai pas dit, mais en tout, là, aujourd'hui, je suis à 50 000 € d'investissement sur mon entreprise et sur moi-même. J'investis sur moi. Je suis coach et j'ai des coachs qui bossent pour moi. Enfin, sur moi. D'accord. Et ça, j'en suis intimement convaincu parce qu'à chaque palier qu'on passe dans son business, il faut bosser sur soi. On a des croyances limitantes qui viennent. Son mindset, il faut toujours le travailler. Et ça, c'est un truc qui m'énerve, qui me désole. Bon, après, je suis un peu mal placé parce que c'est vendre mon truc, mais je vois tellement d'entrepreneurs qui disent ouais, j'ai pas besoin de coaching, ça sert à rien et tout, mais ils galèrent. Mais oui, ça fait 2 ans que tu galères. Fais-toi accompagner, d'accord. Que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, fais-le. Arrête. Les blocages, ils ne sont pas techniques, ils sont que dans la tête. En tout cas, moi, c'est ce que j'en ai tiré et c'est ce que j'ai appris des gros entrepreneurs que j'ai suivis, d'accord, qui m'ont inspiré, qui m'ont aidé. Ils se sont tous fait accompagner par des coachs à un moment ou à un autre. Tous et toutes, d'accord. Donc, il faut arrêter les conneries et de se dire ça sert à rien, c'est des conneries. Ok. Pourquoi les sportifs de haut niveau ont des coachs toute leur vie, même s'ils sont les meilleurs du monde? Parce que c'est utile. Ok. Les personnalités en ont, les politiques en ont. D'accord. Pourquoi toi, qui veux être un entrepreneur à succès, t'en as pas, par exemple? Je dis toi, mais je sais pas. D'accord. En tout cas, si tu t'es jamais fait accompagner, et que ce soit avec moi ou avec quelqu'un, honnêtement, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est ta réussite. Fais-toi coacher. D'accord. Mes premiers clients, mes meilleures rencontres, mes premiers clients, parce que c'est les gens qui m'ont fait confiance, c'est les gens qui ont cru en moi. Mes premiers clients, du coup pas clients, mais gratuits, mais aussi les gens qui ont payé. Parce que grâce à eux, j'en serais pas là aujourd'hui, parce qu'ils m'ont donné confiance. Faiza, alors Faiza, j'ai plus de nouvelles du tout. C'est une dame, quand j'ai commencé en 2016, on a bu un café un jour et elle m'a dit Antoine, je crois en toi, tu vas être un grand coach et tu vas être dans les meilleurs de la francophonie. J'étais paumé à ce moment-là, hein, mais ça c'est quelque chose que j'ai souvent repensé et je me suis dit, mais en fait, si j'en suis là, c'est peut-être grâce à elle. Parce que elle a cru en moi, elle m'a dit de foncer. Et je pense qu'on peut tous devenir quelqu'un. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Il y a eu Karim, on en a parlé. Karim, ça a été une très belle rencontre. C'est un ami que je vois encore aujourd'hui. Malheureusement, il est parti à l'autre bout de la France, on se voit plus. On a passé de putains de bons moments ensemble. On a voulu entreprendre, on a eu des idées. Je pense qu'on a été des doux rêveurs. On était des gros bricoleurs du dimanche, mais au moins on avait envie, et on bossait un peu et on avançait et on a produit des choses. Et l'intention était belle et c'est ça le plus important. Mais avec Karim, on en a vécu des galères. Je raconterai ça peut-être dans une autre vidéo. Après, il y a eu Sophie. Donc, Sophie, ça a été une très belle connaissance. Malheureusement, il y a eu un différend entre nous. Franchement, ça me fait chier. Si tu vois cette vidéo, c'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. Hein, les gens changent, tout le monde change, et parfois ça matche plus. Voilà. Mais en tout cas, Sophie, ça a été quelqu'un qui a cru en moi au début, qui m'a donné beaucoup d'énergie. Franchement, c'est quelqu'un, je pense que j'en serais pas là aujourd'hui si je l'avais pas rencontré. Donc, mille merci du fond du cœur. Et j'ai envie aussi de remercier toutes les personnes qui m'ont défoncé, parce que j'ai perdu tous mes amis. Mais vraiment, bon, non, j'ai 90% de mes amis d'enfance qui m'ont pas suivi, qui ont dit que j'étais taré, que je devais, enfin bref, j'en ai eu, ça a été très difficile pour moi. Hein. J'ai reçu des pavés d'amis d'enfance qui me disaient que je pétais un plomb et que c'était n'importe quoi ce que je faisais. Et je pense que je comprends, tu vois, parce que j'étais un gamin hyper introverti. Ils ont dit mais il fait quoi Antoine là il se sent plus, il pète plus que son cul, j'en sais rien. Enfin bref, c'est quelque chose je respecte. Voilà. Moi en tout cas, je leur vois pas aujourd'hui. Au contraire, c'est grâce à eux, c'est grâce à toutes les difficultés que j'ai pu avoir dans ma vie que j'en suis là aujourd'hui. Donc merci à vous aussi, tous les gens qui m'ont. Je rigole. Il y a Chorou qui me demande comment je me suis organisé et dépassé. Alors, en fait, je me suis d'abord dépassé et après je me suis organisé. Je suis pas quelqu'un de très organisé, j'aime pas m'organiser.
Enfin, je le fais, j'ai des stratégies, j'ai des plans d'action et tout, mais je vis quand même assez au jour le jour et je m'écoute vachement là-dessus. Par contre, je suis quelqu'un qui se dépasse, comme tu as pu le voir dans la vidéo. J'adore prendre des risques et construire le parachute par la suite. Par contre, je prends des risques intelligemment et je prends toujours des décisions à la hauteur de mes ambitions. Si j'investis des fois des dizaines de milliers d'euros sur des accompagnements, c'est parce que je veux des gros résultats derrière. Et si je les ai pas, je me débrouille. D'accord? On peut toujours avoir ce qu'on veut, il faut juste s'investir à la hauteur de ses ambitions. Enfin, en fait, c'est voilà, c'est ça. C'est prendre des décisions à la hauteur de tes ambitions et investis-toi à la hauteur de tes ambitions. Ça sert à rien de payer un coaching à 10 000 euros, à 20 000 euros ou ce que tu veux si derrière t'en as rien à foutre et que tu t'investis pas. Ça sert à rien, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Ok. Donc bref, j'ai pas répondu à la question. Voilà, en fait pour moi c'est le dépassement de moi qui m'a forcé à m'organiser. Parce que quand tu prends un gros risque, eh ben, t'as pas le choix, il faut que tu t'organises. D'accord. Mais m'organiser pour prendre un risque, je sais pas si c'est intelligent. Je sais pas trop. Steve, on a répondu. Elina, tes difficultés qui se sont transformées en force. Ben, pour moi, les difficultés qui se sont transformées en force, ça a été mon âge. C'était pour moi une difficulté, hein, parce que faire coach business quand tu débutes et que tu as 21 ans, 22 ans, ça fait doucement rire des gens. Hein, et j'ai reçu des messages, hein, ça fait rire des gens. Et ça fait encore rire. Faut savoir que sur Toulouse, on parle pas mal dans mon dos, hein, dans le milieu du coaching. Et j'en ai rien à foutre. D'accord. Il est jeune, il est trop directif. J'en ai rien à cirer. Moi, j'ai aidé des dizaines de personnes à se dépasser. Je fais des choses que ces personnes-là n'en font pas. Je pense pas qu'ils fassent des tournées internationales. Je pense pas qu'ils aient fait plus de 350 vidéos sur les réseaux sociaux. Donc voilà, bref, là je juge et c'est pas bien. Bref, chacun son parcours, mais en tout cas on ne devrait pas juger les gens. Dit le mec qui vient de le faire. Bref, j'avais peut-être besoin de me défouler un peu. Donc ouais, mes difficultés qui sont transformées en force. Mon âge, donc ça m'a poussé à me professionnaliser. J'ai fait ma victime en disant ouais, je suis trop jeune, je pourrais pas y arriver, mais j'ai dit ok maintenant, oui t'es jeune, mais ça t'empêche pas de réussir, donc professionnalise-toi. Si tu veux être crédible, sois crédible. Déjà avec toi-même, donc bosse sur toi, professionnalise-toi. J'ai lu des dizaines de bouquins, j'ai tout remis en question, j'ai créé mes méthodes, j'ai créé ma façon de penser. Aujourd'hui je m'affirme là-dedans et si ça plaît pas des gens, bah tant pis pour eux. On a chacun des visions différentes de la vie et il faut le respecter. Voilà, pour moi c'est normal. Une autre difficulté qui s'est transformée en force, c'est le manque d'argent. J'ai très longtemps manqué beaucoup d'argent, c'était complexe. C'est là que j'ai aussi du mal avec les gens qui disent ouais mais tu sais Antoine je gagne 3 000 euros par mois, j'ai pas l'argent, je peux pas investir. Arrête. Parce que moi j'ai pas vu du vert sur mon compte bancaire pendant plus de 2 ans. Et je continuais à investir. Et je me démerdais. Le moins de clients que j'avais, bam, je rebalançais tout l'argent. Ouais, mais c'est pas intelligent. Ouais, mais moi, je pense long terme. J'avais cette vision long terme. D'accord. Si t'as des ambitions qui sont là et que tu me dis tu chipotes parce que t'as pas l'argent, remets-toi en question. Voilà. Je te dis directif comme ça, mais en même temps, c'est vrai. Tous les problèmes que tu penses avoir, c'est plus des excuses. C'est que tu crois pas assez en ton projet. Ah, donc il faut faire un coach, il faut bosser sur ça. Ah ben oui, justement, tu vois. Donc ouais, j'ai souvent investi de l'argent que j'avais pas encore. Voilà. Et pour moi, c'est ce qui m'a transformé en force parce que j'ai pris des décisions à la hauteur de mes ambitions. Je vais le répéter, mais en même temps, pour moi, c'est très important. Par contre, j'ai agi à la hauteur de mes ambitions. Voilà. Quelles autres difficultés j'ai eues qui sont transformées en force aujourd'hui? Du coup aussi le fait de pas avoir de diplôme, parce qu'au début ça m'a beaucoup touché. Aujourd'hui j'en ai rien à faire. Et donc tu vois, c'est quelque chose que ça m'a poussé à faire mieux que les diplômes, tu vois. Et aujourd'hui j'en ai la confirmation. Et j'ai des clients qui sont bien plus certifiés que moi et qui prennent mes outils, qui trouvent qu'ils sont très intéressants, qui sont géniaux, qui sont très puissants. Tant mieux. Peut-être que j'aurais pas fait ça si j'avais pas eu cette difficulté. Ouda, mes peurs et comment je les ai dépassées. Alors j'ai eu pas mal de peurs. J'ai eu la peur du manque, j'ai eu la peur de la réussite, j'ai eu beaucoup de soucis avec l'argent aussi, ma vision de l'argent. Comment je les ai dépassées? En passant à l'action. Parce que le meilleur moyen de dépasser une peur, c'est de passer à l'action intelligemment. Parfois, il faut se mettre un gros coup de pied au cul pour avoir des résultats. Tu l'as vu avec mon histoire. À chaque fois que j'ai eu des résultats, c'est quand je me suis foutu un coup de pied au cul. Tu sais, c'est un peu comme j'ai peur de sauter en parachute, mais tant que tu l'as pas fait, tu peux pas dire. Donc fais-le et tu vas voir que tu vas kiffer. Et si t'aimes pas, tu sais que tu pourras pas le faire. Mais c'est l'expérience qui va casser les peurs. Voilà, pour moi, j'en suis intimement convaincu.
Et je le fais pas toujours, mais très souvent quand j'ai peur de faire quelque chose, je le fais, d'accord? Et j'en suis toujours très fier. Donc pour moi, un bon moyen de casser un peu cette peur, c'est toujours de se dire: «Si je le fais, je me sentirai comment après?» Et forcément, c'est toujours très positif, donc on le fait. Et derrière, on est très fier de ça. Céline, les forces et convictions d'un jeune homme de 19 ans vs celles d'aujourd'hui. Alors, en fait, je pense qu'une des forces que j'avais quand j'avais 19 ans, c'était la naïveté. Je pensais que c'était facile de réussir, je pensais que je pouvais y arriver. Et c'était une naïveté parce que quand je vois maintenant ce que c'est de devenir entrepreneur, je pense pas que tout le monde puisse y arriver. Mais j'avais cette naïveté et pour moi, la naïveté, c'est très utile pour réussir. Pour moi, tout était possible. En fait, ça l'est toujours, hein, mais ça demande un taquet de boulot et je pensais pas à l'époque. Euh, Ouais, j'étais convaincu que ça allait marcher très vite. Et du coup, ça m'a fait passer à l'action. Et quand il y a eu des échecs, je me dis, bah, ça marchera la prochaine fois. Et ça, non, mais bon, bah, tant pis, ça marchera la prochaine fois. En fait, le gros souci, c'est que je me remettais pas en question. J'étais comme une mouche qui voulait sortir d'une fenêtre et qui savait pas pourquoi ça marchait pas. Parfois, il faut prendre du recul pour avoir des résultats. Donc voilà, aujourd'hui, c'est la même chose, hein. Cette naïveté, peut-être. Cette conviction que je peux y arriver, que je peux changer le monde, que je peux aider des milliers de personnes. Et sauf qu'aujourd'hui, je suis plus aussi naïf parce que je me remets en question et je sais que si j'ai pas de résultat, c'est ma faute. Et ça sert à rien de me raconter des conneries. Oui, mais non, c'est ta faute. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment cette conviction de responsabilité qui est très forte. Lucie, mes doutes et mes échecs, bah enfin voilà, ça c'était par rapport au fait que elle voulait que j'explique un petit peu le parcours et que par rapport à ceux qui disent que tout est un long fleuve tranquille, bah voilà, c'est pas un long fleuve tranquille. Par contre, il faut bosser, il faut se remettre en question. Si ça fait 4 ans que ta boîte elle décolle pas, c'est ta faute. Faut se remettre en question. Si ça fait 2 ans que t'as pas les résultats que tu veux avoir, c'est ta faute. Il faut arrêter de te raconter des conneries. Je sais que c'est compliqué, mais tu vois, ça c'est. Si je mettais une autre phrase parce que j'avais beaucoup aimé, c'est une réalité qu'on a de la peine à s'avouer. Et je pense que ça bloque beaucoup l'entrepreneur. D'accord. Le manque de responsabilité, la responsabilité, c'est une réalité qu'on a du mal à s'avouer. D'accord. On a de la peine, on se dit non, mais c'est pas moi. Je t'assure qu'à chaque fois que j'ai vécu des échecs, que j'ai analysé l'échec, c'était de ma faute. Soit l'objectif était trop indépendant de moi, c'est un peu comme vouloir gagner au loto. On peut être très frustré à la fin de sa vie, on peut se dire mais j'ai jamais eu de résultat. Ouais, enfin t'as voulu jouer au loto. Il faut que tes objectifs ils soient le plus cohérents possible. Soit j'avais des objectifs qui dépendaient beaucoup de moi, par contre j'ai mal fait les choses, par flemme, en me disant non mais c'est bon l'univers il va m'aider. Oui l'univers t'aide si tu passes à l'action. D'accord. Donc, c'est pour ça que je disais, voilà, maintenant, il faut créer un équilibre entre la spiritualité et l'ancrage. Les deux sont hyper importants. D'accord. Il faut être ancré. On est dans un monde matériel, il y a du business, il y a du capitalisme. Pour moi, c'est pas une mauvaise chose. Si c'est bien fait, c'est cool pour la vie, l'univers, tout ce que tu veux. Par contre, voilà, rien ne t'empêche de te connecter à l'univers. D'accord. Être spirituel, pour moi, c'est contribuer au monde. Je contribue au monde, que je me fasse de l'argent ou pas. D'accord. Donc, bref, il faut se connecter à ça et être au clair avec ça. Sylvain, l'évolution de ton état d'esprit au fur et à mesure, voilà, je suis passé si je vais résumer, je suis passé d'entrepreneur bricoleur à entrepreneur sérieux, et pour moi ça fait une grande différence. Croire que tout va marcher avec des petites actions, c'est faux, et c'est malheureusement ce que des gens veulent faire passer comme message sur les réseaux sociaux. Le mec qui te dit fais 10 000 euros en 3 jours, en 3 mois, c'est possible, mais il faut déjà que tu aies un business qui tourne, il faut déjà que tu aies l'esprit mindset entrepreneur, il faut que tu aies le bon mindset. Partir de zéro et faire 10 000 en 3 mois, pour moi, c'est pas possible. Ou alors c'est possible, mais est-ce que c'est vraiment réussir au long terme? Je sais pas. Parce que j'ai entendu des histoires de gens qui ont fait 10, 20 000, 30 000 d'un coup, ils étaient très contents, ils faisaient les malins sur les réseaux sociaux, ils sont plus là aujourd'hui. Donc c'est vraiment réussir vite vs réussir au long terme. Et pour moi, réussir au long terme, c'est beaucoup plus puissant. Wilfried, ta vision et où est-ce que je vais? Ma vision aujourd'hui, c'est d'impacter un maximum d'entrepreneurs à vivre une vie extraordinaire. Et où est-ce que je vais? Concrètement, moi j'ai des grosses ambitions, j'ai des très grosses ambitions. J'ai l'ambition d'accompagner des milliers de personnes, de faire des gros séminaires. J'ai aussi des ambitions personnelles. En fait, j'ai envie d'ouvrir un parc animalier. Ça c'est un projet que j'ai depuis un bail, d'ouvrir un parc animalier pour sauver les animaux qui ont été maltraités, les animaux qui ont été abandonnés. Peu importe l'animal, ça c'est un sacré challenge, que ce soit un éléphant ou un chat, il faut que je puisse l'accueillir. Donc ça on va faire ça avec ma compagne, ma copine, c'est un projet, on en a discuté ensemble et c'est quelque chose qu'on va faire, ça coûte des millions.
Et on aimerait faire ce projet en faisant travailler des sans-abri pour les réinsérer. Donc avec la formation, mais aussi le réinsèrement par la thérapie par les animaux. Le fait de s'occuper des animaux, ça fait du bien et c'est beau. Donc j'ai ce gros projet-là qui est de grosses ambitions. J'aimerais monter une école de coaching parce que je te l'ai dit dans cette vidéo, j'ai une vision du coaching, dans l'industrie du coaching aujourd'hui. Je supporte pas ce qui se fait, c'est dommage. Ça te ferme l'esprit, ça t'enferme dans un moule, c'est des photocopies de photocopies, c'est dommage. Et franchement, dans tous les clients coach que j'ai, un des gros challenges que j'ai, c'est de les faire sortir de ça. C'est ose être toi-même, ose être unique, ose sortir tes propres programmes, ose sortir tes propres méthodes. T'as des bases, t'as bossé sur toi, maintenant change les trucs parce que sinon t'as un énième coach comme il en existe partout et les clients ils vont pas aller vers toi, d'accord? Donc faut oser être unique pour ça. Donc j'aimerais bien sortir une école de coaching très libre où les gens et très sélective. Je prendrai pas des gens qui ont jamais bossé sur eux, ça c'est hors de question. Pour moi, c'est au moins 2 ans de boulot sur soi avant de faire du coaching. Faut savoir que j'ai pas coaché tout de suite, hein. J'ai d'abord énormément bossé sur moi, j'ai validé des choses sur moi et après j'y suis passé. Angélique, ma première expérience de coach, j'ai répondu. Célia, séminaire avec avocat pour expat. Ah ça j'ai oublié de le raconter, mais quand j'étais à fond sur cette fameuse roue que je voulais développer, j'étais parti sur de l'impression 3D aussi, sur d'autres projets de l'impression 3D pour faire des lampes design super belles. Et j'avais vu la fiscalité française parce que je commençais à m'intéresser. Je dis ben je vais me casser parce que c'est pas possible. Et je voulais partir en Andorre parce que j'adore la montagne et c'est un endroit que j'aime beaucoup. Mon ex-copine était andorrane et j'ai adoré cet endroit, j'en suis tombé amoureux. Donc je l'ai retourné. Après, je me suis dit, m'expatrier un jour peut-être, pourquoi pas, j'en sais rien, honnêtement, je sais même pas, parce que je suis content de la France, ça m'a apporté beaucoup, et j'ai envie de la remercier, et j'ai envie de contribuer en France, donc je sais pas, on verra. C'est pas le contexte. Célia Sandra, pardon, le lien entre la sexualité et l'entrepreneuriat. Quand j'ai vu ta question, ça m'a fait beaucoup réfléchir, et je pense qu'il y a un lien. Moi, j'ai remarqué globalement que quand c'était très chaud, j'avais moins de libido, c'était moins cool, moins fun au niveau sexualité. Mais du coup, Sandra, on va faire une vidéo ensemble, parce que toi, tu es sexologue, et on va en discuter tous les deux. On va faire une vidéo parce que je pense que ça peut être très intéressant. Antoine, les profs qui croyaient pas en toi, ben, j'en ai eu plusieurs. J'en ai qui ont cru en moi aussi, donc je l'ai pas dit, mais ça m'a aussi beaucoup aidé. D'ailleurs, j'ai une prof de collège que je suis allé revoir peut-être en 2018 pour la remercier et on avait discuté ensemble. Et Loïc, les erreurs que j'ai pu faire. Les erreurs que j'ai pu faire, c'est de pas me remettre en question, parce que je pense que j'ai perdu honnêtement 2 ans en me remettant pas en question, en me disant ouais mais si c'est comme ça qu'il faut faire. Ouais mais t'as pas de résultat. Oui mais si tu verras. Non. Les erreurs que j'ai pu faire aussi, c'est de pas écouter mon intuition. Les fois où j'ai pas écouté mon intuition, je me suis ramassé méchamment. Les erreurs que j'ai pu faire aussi, c'est de bricoler. Les erreurs que j'ai pu faire, c'était de partir trop dans la spiritualité et en oublier le concret. Les erreurs que j'ai pu faire, c'était de me raconter des conneries, des excuses en fait, d'être une victime. Parce qu'à chaque fois que je suis sorti de ça, j'ai eu des résultats. D'accord. Donc c'est vraiment le principe de si ta boîte elle tourne pas aujourd'hui, c'est ta faute. Remets-toi en question et passe au niveau supérieur. Autre erreur que j'ai pu faire, je pense que j'ai dit globalement toutes les grosses erreurs. Ouais, je pense que j'ai fini. Voilà. Bah du coup j'ai fini avec cette vidéo. C'était long, 1h42, 43. Voilà, j'ai raconté mon parcours, j'ai raconté mes échecs, j'étais très transparent, j'ai dit des choses que j'avais jamais dit jusqu'à aujourd'hui. Donc j'espère que ça t'a inspiré. J'espère que t'es encore là, que j'ai pas fait tout ça pour rien. Voilà, aujourd'hui, je suis très heureux de ce que je fais. J'ai encore beaucoup de travail, j'ai encore beaucoup de challenges, et c'est pour moi la vie d'entrepreneur. J'aime bien dire, pour être entrepreneur, faut être un peu fou, mais en même temps, c'est dingue comme aventure. Enfin, il faut être fou pour. En fait, ça va être un peu comme Indiana Jones. Je me casse chercher un trésor. Je sais pas si je vais y arriver. Je vais m'en prendre plein la gueule, mais je vais y aller quand même. C'est pour ça qu'il faut être fou. Par contre, il faut être persévérant, il faut être intelligent, il faut se remettre en question. Par contre, putain, mais qu'est-ce que c'est passionnant, quoi. Enfin, c'est un truc de dingue. J'ai appris. J'ai été 1 an salarié. Mais en 3 mois d'entrepreneuriat, j'ai appris plus que toutes ces années-là, quoi. De salariat et d'études. Et ça, c'est énorme. Voilà. Donc, si aujourd'hui tu hésites encore à être entrepreneur, vas-y. Si tu as un projet qui est fort, vas-y avec le cœur. Vas-y avec un projet qui a du sens. Si tu hésites, va te faire accompagner. C'est pas un investissement à prendre à la légère. Au contraire, c'est les meilleurs investissements, c'est ceux que tu fais sur toi-même, parce que ça reste là-dedans. Et ouais,
faut être fou, mais putain, qu'est-ce que c'est bon, quoi. C'est énorme. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère que ça t'a inspiré, j'espère que ça t'a aidé, j'espère que ça a répondu à tes questions. N'hésite pas à venir vers moi si tu veux que je t'accompagne, hein. J'ai encore quelques places en coaching. J'accompagne des entrepreneurs sur 3 mois à 1 an à dépasser leurs limites, à péter leurs blocages qui sont dans la tête, à parler business. Moi, j'ai vraiment la philosophie du mindset entrepreneur. Si on bosse autant sur toi, en pro qu'en perso, parce que les deux vont ensemble. Donc, on va parler stratégie, on va parler plan d'action, mais autant qu'on va parler de croyances limitantes, que de confiance en soi ou tout ce que tu veux. Voilà, je sais pas quand est-ce qu'il y aura cette vidéo, peut-être qu'il y a un lancement d'incubateur bientôt, parce que j'accompagne un groupe d'entrepreneurs tous les 3 mois. Donc n'hésite pas à postuler à l'incubateur, ça sera un plaisir pour moi de t'accompagner. C'est plus pour les entrepreneurs qui démarrent, voilà. Mais bon, ça peut toujours être utile. Sinon, peut-être qu'elle attend les mindset entrepreneurs bientôt, j'en sais rien, on verra. Et puis voilà, oui, j'ai mes cheveux très très longs. Là, on est en plein confinement. C'est bientôt la fin, mais on est en plein confinement, et je t'avoue que ça part un peu en cacahuète. Enfin bon, bref. Allez, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que ça t'a plu. Moi, ça m'a fait plaisir de partager mon histoire. Ça me fait rendre compte du parcours. Et parfois, je me dis, heureusement que j'ai réussi aujourd'hui et pas il y a 3 ans, parce que j'ai vraiment pris conscience que tout est utile. Que la vie, elle est trop bien faite. Et que quand elle te balance des claques, comme si elle te balance des réussites, c'est dans ton intérêt. Donc vive les claques, vive les réussites, parce que dans les deux cas, si tu joues pas la victime, tu peux en ressortir très grandi. Voilà. Allez, dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé de cette vidéo, ou ce podcast, parce que je pense que je vais mettre aussi en format podcast. N'hésite pas à ce que tu en as pensé, à me dire ce que tu en as pensé, qu'est-ce que ça t'inspire. Partage-le, parce que je suis sûr que ça peut aider du monde, et ça peut aussi péter pas mal de bullshit qu'on peut te dire sur l'entrepreneuriat, c'est facile et tout. Non, c'est pas facile, par contre c'est passionnant. Voilà, c'est ça ma vision des choses. Faut pas se dire que c'est dur et tout, que c'est pas bien. Non, c'est trop bien. C'est juste que putain, si tu veux des résultats, faut bosser, quoi. Il faut bosser sur toi, faut bosser sur ton business, faut faire des choses parfois que t'as pas envie de faire parce que c'est dur, parce que c'est des gros blocages, parce que c'est des grosses croyances limitantes, mais derrière t'en seras super heureux. Demande-toi toujours, si je le fais, je me sentirai comment après, et ça va te pousser à passer à l'action. Voilà, n'hésite pas à me suivre sur ma chaîne YouTube Antoine Redel Coach, à t'abonner, à suivre ce podcast, à mettre des notes, à mettre des commentaires, ça va vraiment m'aider à être plus visible, ça va m'aider à aider encore plus de personnes. N'hésite vraiment pas à partager ça m'aiderait vraiment beaucoup, d'accord? Tu peux me suivre également sur Facebook, Antoine Redel Coach, et sur Instagram, si tu veux voir un peu plus les coulisses d'un entrepreneur, d'un coach et d'un formateur. Voilà, des bisous, merci beaucoup pour l'écoute, je vous souhaite le meilleur, et comme je dis à chacune de mes fins de vidéo, n'oublie pas que tu es une personne extraordinaire.